participants rentrent dans la salle. On est déjà 80 participants. On a eu de nombreuses inscriptions ce matin. On espère que beaucoup seront au rendez-vous pour ce webinaire d'information. Nous sommes à 150 participants pour l'instant. Encore une petite minute pour être sûr que tout le monde puisse monter à bord. Voilà, on se stabilise un peu au-dessus de 200. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire de présentation des soutiens aux startups et scale-up dans le cadre des aides de la Confédération en collaboration avec le canton de Vaud. Mon nom est Patrick Barbet, je suis le directeur d'Innovo. Ces aides ont été longtemps attendues par vous. Évidemment, c'est extrêmement important pour nous, Innovo, Lafitte, le canton, de pouvoir soutenir les startups, les scale-up vaudoises, qui se trouvent être évidemment des entreprises qui n'ont pas de revenus ou peu de revenus et donc qui n'étaient pas éligibles aux aides de la Confédération jusqu'à présent. Donc un grand merci déjà au canton de Vaud de participer. Il a été le premier à signer pour participer à ce programme en débloquant un soutien de 20 millions de francs de la part du canton qui peut nous amener potentiellement à presque 60 millions de soutien aux startups et scale-up vaudoises. Donc c'est considérable et on espère bien qu'on pourra activer les soutiens partout là où c'est nécessaire. Nous avons constitué un groupe de travail et une task force maintenant entre le service de la promotion de l'économie et de l'innovation, la FIT, la Fondation pour l'innovation technologique, et Innovo, de 18 personnes qui vont traiter ces dossiers le plus efficacement possible. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous présente un petit peu l'agenda, donc cette introduction de ma part actuellement. Nous aurons ensuite une présentation de la part de Raphaël Kohns, le responsable de l'unité entreprise au sein du service de la promotion de l'économie et de l'innovation. Et puis Didier Muller, responsable du département des PME à la BCV, qui va nous parler de la manière dont la BCV va soutenir cette mesure. Et finalement, une présentation de Julien Gay, le secrétaire général de la FIT, Fondation pour l'innovation technologique. Donc environ 40-45 minutes de présentation, qui seront suivis d'une session de questions-réponses qui durera 45 minutes avec une possibilité d'extension en fonction des questions pour aller jusque vers 10h30, 11h à peu près. Voilà, donc les conférenciers dont je viens de vous parler. Et puis, pour vous demander d'utiliser l'outil questions et réponses, il y a vraiment beaucoup de participants ce matin. Nous en sommes maintenant à 250 participants et nous allons tenter de répondre directement dans le chat ou prendre la question oralement pendant ou à la fin des présentations. Donc, l'ensemble des présentations seront en français, mais les questions peuvent être posées en anglais et on y répondra en anglais. Une version de la présentation en anglais pourra être également préparée. Donc, la présentation sera disponible après ce webinaire. Voilà, donc juste un mot très rapide sur Innovo. Vous le savez peut-être, on a maintenant fusionné avec la promotion des investissements étrangers, le DEV, et nous sommes maintenant une équipe de 15 personnes avec deux missions, la partie Invest et la partie Connect. Et donc, c'est le soutien à l'international pour attirer des entreprises étrangères, mais aussi pour accompagner les entreprises vaudoises qui s'internationalisent, et puis le soutien à l'innovation que vous connaissez bien. Plus particulièrement dans le cadre de cette crise, je veux souligner que les prestations habituelles sont actives et qu'il est tout à fait possible de nous solliciter sur les axes habituels. On a mis en place, en plus, un accès facilité à 2 heures gratuites de diagnostic auprès de spécialistes du réseau Platine et également d'autres sur des questions pointues de logistique, d'organisation interne, d'adaptation à la sortie de crise. Donc, n'hésitez pas à solliciter ces aides. Vous pouvez aller voir sur la page d'infos que vous voyez listée sur le bas de ce slide. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Raphaël Kohns. S'il y a une personne qui a été essentielle dans la mise en place de ces mesures et sans laquelle ce ne serait pas si rapidement mis en place, c'est certainement Raphaël.
Et c'est donc avec un plaisir particulier que je lui passe la parole pour lui présenter ces aides et la manière dont elles vont être mises en œuvre. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, effectivement aussi, vous dire que nous sommes très contents de pouvoir avoir ce webinaire. Comme vous le savez, nous vivons des temps difficiles pour tout le monde, mais en particulier pour les entreprises. Et il s'était posé dès le départ la question pour le canton de Vaud, ces autorités politiques, de savoir aussi quels seraient les maillons manquants dans le dispositif fédéral. Vous le savez, la Confédération a fait beaucoup pour les PME avec ses crédits transitoires, beaucoup pour les indépendants avec des allocations perte de gains. Et il restait à savoir ce qui allait être fait au niveau des startups. Et pendant un certain temps, depuis mi-mars jusqu'à mi-avril, nous n'étions pas sûrs que la Confédération mette en place une mesure. Le 17 avril, notre gouvernement, dans le souci qu'il a de soutenir son tissu de start-up, de scale-up, tout ce tissu à fort potentiel de développement économique pour notre canton, que le Conseil d'État ne voulait en aucun cas laisser de côté dans cette phase difficile, eh bien, nous avions annoncé un prêt en faveur de la FIT qui elle-même devait octroyer des prêts directs pour 20 millions. Ce montant avait été donc défini et il nous permettait d'envisager des prêts selon deux niveaux qu'on avait pensé à travers la FIT, la Fondation pour l'innovation technologique, qui fait déjà des prêts. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente puisque le 22 avril, le Conseil fédéral a annoncé une mesure complémentaire, mesure en fait qui vise en fait à soutenir les startups de la même manière que le dispositif, plus ou moins de la même manière, on y viendra, que le dispositif mis en place au niveau des crédits transitoires. Ça signifie de pouvoir aider via des prêts et des crédits bancaires qui sont cautionnés, garantis par la Confédération et le canton. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. En guise encore d'introduction, je tiens aussi à signaler, à clairement aussi dire d'emblée, que toutes les aides ordinaires, c'est-à-dire celles que nous délivrons au titre de la promotion économique du SPI, continuent, et il va de soi que nous sommes toujours actifs, l'équipe du SPI, pour la délivrance des aides, ces petites aides sur ces enveloppes de 100 000 francs. C'était juste pour le rappeler que, évidemment, la mesure dont nous allons parler aujourd'hui vient en complément, en supplément par rapport à des problèmes de liquidité, de financement en lien avec la crise du Covid, mais en aucun cas, ces aides n'effacent ou ne se substituent à notre régime ordinaire des aides du SPI, voire de la FIT que Julien nous rappellera. Voilà. Peut-être on peut passer, comme ce n'est pas moi qui les commande, sur le premier slide. Voilà, donc je disais donc qu'il y avait la nécessité pour le gouvernement vaudois de s'assurer que les startups et les scale-up soient soutenus. Nous avons donc, depuis le 22 avril, revu complètement la copie de notre mesure de soutien en fonction des injonctions du Conseil fédéral et de la mesure qui est proposée et que je vais vous présenter. Il s'agit en fait de simplement la Confédération a souhaité apporter une aide donc sous la forme de garantie de cautionnement qui porterait sur des crédits octroyés par les banques. Il est important dès le départ de dire qu'on n'est pas dans un régime extraordinaire au sens d'une ordonnance, d'une loi qu'a fait le Conseil fédéral spécifiquement pour le Covid. Le Conseil fédéral a décidé de prendre la loi ordinaire, celle qui régit pour les organisations de cautionnement. Vous connaissez probablement Cautionnement Roman, une organisation qui délivre des cautionnements sur des crédits bancaires jusqu'à 1 million, qui le fait déjà aujourd'hui. Et la Confédération a souhaité en fait élargir et assouplir cette mesure par une directive spécifique pour les startups et spécifique pour la situation en lien avec la pandémie du Covid. Donc, il est important d'avoir en tête que la mesure qui est proposée par la Confédération n'est pas exactement la même que celle des crédits transitoires pour les PME annoncés en mars. C'est une mesure similaire, mais qui n'a pas la même flexibilité, la même latitude.
dans la mesure où elle ne fait pas l'objet d'une base légale qui a été spécifiquement mise en place. On est vraiment sur un assouplissement du régime actuel. La mesure elle est la suivante. Les banques peuvent octroyer donc des crédits à des startups et ils le feront d'autant plus facilement s'ils ont une garantie, une couverture totale. Et c'est ce qui a été prévu. La Confédération va garantir 65% de tous les crédits accordés aux startups et le canton de Vaud va accorder le solde, les 35%. L'idée étant qu'une banque soit incitée à octroyer le crédit du fait qu'elle a une couverture totale par les pouvoirs publics et de par aussi l'incitation de la Confédération et des cantons qui sont intéressés. Tous les cantons n'ont pas l'obligation de mettre en place cette mesure. Les 35% sont des risques que prennent les cantons sur les startups, les risques de perte, les risques en cas de non-remboursement des crédits octroyés par les banques. Eh bien, à la fin, ce sera la Confédération et les cantons qui payeront les pertes qui surviendront dans ce système. C'est voulu comme ça. Donc, c'est aussi dans ce sens-là que les banques sont incitées à participer à la démarche. Le principe veut aussi qu'il n'y ait pas de frais, ni d'inscription, ni de prime de risque. Le régime ordinaire, en lien avec le cautionnement fédéral, il prévoit normalement 250 francs de frais d'inscription et puis 1,25% par année pendant toute la durée du crédit, qui est le coût du cautionnement. Ce coût disparaît. Pas de garantie personnelle. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Un des désavantages souvent de la mesure de cautionnement, c'est qu'il présuppose des garanties. Là, il n'y aura pas de garantie demandée. L'amortissement, le remboursement du crédit, il est fixé sur une période maximum de 10 ans. 10 ans. Ça signifie que si vous obtenez un crédit de 600 000, la politique d'amortissement peut être définie par la banque. Le canton peut avoir aussi une proposition, mais à la fin, c'est maximum 10 ans avec une possibilité de report qui est en fonction de la situation, mais qui n'est pas décidée en amont, qui se fixe en fonction aussi de l'évolution au fil des années du remboursement du crédit. Le calcul du montant déterminant du crédit. À un moment, il faut fixer, ça ne sera pas 1 million pour toutes les sociétés, évidemment. Et puis, ce n'est pas un droit absolu. Ça signifie qu'il y a, pour la banque, comme pour le canton, et avec aussi l'organisation de cautionnement, la possibilité de refuser une demande. Il y a des critères d'éligibilité, c'est ça dont on va surtout parler, mais c'est important de rappeler que ce n'est pas un droit acquis absolu de pouvoir bénéficier de cette aide. Le montant déterminant, il correspond à 1/3 des frais courants 2019. En gros, pour faire simple, vous prenez votre OPEX dans vos comptes 2019. S'ils ne sont pas audités, vous pouvez prendre les comptes 2018. C'est la recommandation de la Confédération. Et vous calculez 1/3 maximum. C'est ce que vous devrez mettre dans le formulaire de la Confédération. C'est le montant maximum que vous pouvez obtenir. Et ce montant ne peut pas dépasser 1 million dans tous les cas. La durée de l'aide, ça démarrera demain. À partir de demain, sur le site de la Confédération EasyGov, vous pourrez déposer les premières demandes de cautionnement qui vont aboutir à la fin dans une banque pour l'octroi d'un crédit. Ça durera jusqu'au 31 août 2020, au plus tard. Il va de soi, on s'attend à avoir beaucoup de demandes au début, mais ne soyez pas trop inquiets. Le but, ce n'est pas d'attendre le 31 août. Bien évidemment, vous avez des besoins de liquidité, de financement, mais il faudra aussi être conscient que si tout le monde vient du 7 au 8 mai, demain et après-demain, on a aussi probablement un risque de goulet d'étranglement. Mais cela dit, nous ferons le maximum. C'est juste aussi pour vous dire que la mesure, elle n'est pas fermée dans 3 semaines. Elle est ouverte jusqu'à fin août. Les parties prenantes, qui va être en fait impliquée dans tout le processus? D'abord, il est utile de rappeler qu'il y aura 2 instances de décision principalement, ou 2 instances qui vont vraiment se positionner. D'abord, le canton. Une fois que vous aurez déposé votre demande sur le site d'EasyGov de la Confédération, le canton va reprendre la main. Quand je dis le canton, ce n'est pas uniquement le SPI, c'est la task force à laquelle faisait référence Patrick. C'est les personnes qui vont analyser les demandes. On a prévu effectivement une équipe entière, combinée entre nos 3 entités, Innovo, Lafite et le SPI, pour pouvoir assurer aussi le volume à traiter. Ensuite, il va de soi que la banque a la possibilité de valider ou de refuser la demande.
Le processus, il est inversé. D'abord, en temps normal, dans le régime ordinaire, on dit aux sociétés, allez voir votre banque. Et si votre banque est disposée à octroyer un crédit moyennant une garantie, une caution, alors vous allez ensuite vers l'organisation de cautionnement pour demander le crédit. Là, le processus voulu par la Confédération, il est inversé. Il dit d'abord, vous obtenez la garantie d'être couvert à 100% par la Confédération de canton, donc il faut que le canton donne son accord pour la quote-part des 35% qu'il est prêt à perdre en cas de non-remboursement. Et puis, c'est ensuite la banque qui se positionne. Dans la réalité, notre suggestion, mais à discuter aussi avec M. Muller par la suite, c'est déjà, si vous avez une relation d'affaires avec votre banque, posez aussi la question pour savoir si votre banque elle est déjà aussi encline et disposée à rentrer dans le processus pour vous éviter à tout faire pour qu'à la fin, votre banque vous dise « non, nous n'entrons pas dans ce processus ». Donc, il y a un processus qui veut que d'abord, vous obteniez les garanties du canton pour pouvoir avoir le 100% de couverture, mais il va de soi qu'il sera aussi important que vous ayez en parallèle un contact avec votre banque pour qu'on ait aussi, au moins, à tout le moins, vous ayez la confirmation que votre banque soit disposée à rentrer dans le processus. Je tiens aussi à le souligner, si votre banque actuelle n'est pas disposée à rentrer dans le processus, cette mesure start-up, toutes les banques suisses qui se seront aussi proposées de le faire pourront octroyer des crédits cautionnés. Donc, il va de soi que la mesure, elle n'est pas réservée à une seule banque ou à quelques banques, elle est ouverte à toutes les banques et qu'il y aura aussi une petite forme de compétition entre les banques qui sera salutaire pour que si une refuse, peut-être une autre, avec cette garantie totale, le fera et vous permettra d'obtenir in fine le crédit. Je termine encore ce slide en disant que le volume global, la Confédération a fixé un volume maximum à hauteur d'environ 150 millions. Il pourra être octroyé au maximum 150 millions pour toute la Suisse de crédits cautionnés, de crédits garantis. C'est un grand montant. On n'a pas forcément aujourd'hui la vision de combien de startups vont faire appel à cette aide. Ce qu'on sait globalement, c'est qu'il y a, selon le site startup.ch, environ 2000 startups dont le modèle d'affaires est basé sur la science, est innovant et est scalable. Ce n'est pas une statistique exhaustive, mais on s'attend à ce qu'il y ait potentiellement environ 2000 entreprises en Suisse qui fassent une demande et qui soient potentiellement éligibles. Ça signifie donc, avec environ 150 millions, vous pouvez faire à peu près le calcul sur ces 2000. Si mon calcul est juste, ça ferait en moyenne 75 000 maximum par entreprise. Donc, toutes n'auront pas forcément la mesure de soutien, mais 150 millions, ça reste un montant relativement conséquent. Avec le canton de Vaud, nous avons mis 20 millions. 20 millions, il faut comprendre ça ainsi, c'est que si la Confédération, elle prend 2/3 de couverture et nous 1/3, ça signifie que pour le canton de Vaud, nous pouvons théoriquement aller jusqu'à environ 60 millions de crédits. Donc 60 millions, c'est l'effet de levier grâce à l'implication de la Confédération. Avant la mesure complémentaire annoncée par la Confédération, nous avions que 20 millions pour faire des prêts avec l'AFIT, mais des prêts où on sortait le cash, nous l'AFIT. Maintenant, avec cet effet de levier, comme la Confédération prend 2/3 du risque, avec nos 20 millions, on peut aller jusqu'à 60, faire x3, puisque 1/3 de ces 60 millions serait couvert par le canton, 20 millions, et 2/3 par la Confédération. Voilà, donc ça, on y reviendra. C'est techniquement pas évident de bien comprendre, mais le but, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes avec des crédits bancaires garantis entièrement par la Confédération de canton, et puis ça permet un effet de levier qui nous donne la possibilité dans le canton de Vaud d'aller jusqu'à 60 millions. Je signale encore une chose, c'est qu'il n'y a pas de coût du cautionnement, mais la banque est libre de pratiquer un taux d'intérêt. Et là, je laisserai M. Muller dire quelle est la position de la BCV. On n'est pas sur des taux à 4-5%, bien évidemment, mais je le répète, ce n'est pas un taux zéro automatique comme c'est le cas des cautionnements extraordinaires pour les PME. Voilà, maintenant on passe au slide 2. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Alors, 4 dimensions par rapport aux conditions. D'abord, la raison sociale, ça doit être une SA, une SARL qui a son siège dans le canton de Vaud. Ensuite, ça doit être une société qui a été créée après le 1er janvier 2010, mais avant le 1er mars 2020. Ça laisse 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup.
Mais on a quand même fait le constat suivant pour le canton de Vaud, en tout cas, c'est qu'on a aussi des startups dans le domaine des sciences de la vie qui ont des cycles de développement parfois sur 10, 15 ans, voire plus, et qui font que cette condition impérative de la Confédération ne permettrait pas à des sociétés créées avant le 1er janvier 2010 d'avoir aussi accès à cette aide. Dans ce cas-là, cette mesure d'exception prévue par un arrêté cantonal, c'est-à-dire une base légale cantonale, nous obligera le canton à remonter au Conseil d'État pour ces cas-là avec une garantie totale couverte par le canton. Ça signifie que là, pour ces cas-là, le canton prendrait 100% du risque et la Confédération n'entrerait pas en vigueur. Là aussi, on devra faire une analyse plus profonde, mais on a au moins voulu prévoir ce cas pour aussi protéger et défendre au maximum les intérêts de notre secteur des sciences de la vie. Deuxième critère, deuxième dimension d'analyse, le modèle d'affaires. Il doit être évolutif, fondé sur la science et les technologies, innovateur. Là, on y reviendra, mais j'ai envie de dire, on est vraiment sur des startups scale-up qui sont basées sur la technologie. On n'est pas juste sur la création d'entreprises. Situation financière. Vous devrez attester, démontrer que vous avez des difficultés économiques liées au Covid, que vous avez des problèmes de liquidité. Ce n'est pas pour financer tous vos projets de développement. Ce n'est pas une aide comment dire, qui vous permet de développer tous ce que vous n'avez pas pu faire pendant les 2-3 dernières années, mais c'est, j'ai envie de dire, une aide qui doit couvrir avant tout les problèmes de liquidité immédiat. Il va de soi, on a été très transparent, encore hier j'étais au téléphone avec le SECO, M. Godel, que la frontière entre des besoins de liquidité pour financer les salaires, payer le loyer, etc., et des frais de R&D pour des développements de la plateforme, de la technologie, on est des fois, la frontière, elle n'est pas si évidente. La Confédération va être relativement souple, mais ce qu'il faut éviter, c'est un effet d'aubaine, d'opportunisme, qui est juste d'utiliser cette aide pour financer vos frais de développement. Cette aide doit avant tout couvrir les problématiques de liquidité immédiate. Et surtout vous permettre de gagner du temps par rapport à une future levée de fonds qui sera rendue plus difficile du fait aussi de la problématique sur le marché financier. Maintenant, les sociétés devront aussi attester qu'elles n'ont pas de problématique de surendettement. En prenant un crédit bancaire, vous êtes astreint à vérifier que vous ne tombez pas sous l'article 725 alinéa 2. Ça, c'est important aussi, là où les actifs ne sont plus, la moitié des actifs ne sont plus couverts par la perte. Et donc là, vous devez véritablement vous avoir la garantie de votre fiduciaire ou de votre conseil d'administration, parce que c'est une responsabilité de la haute direction de l'entreprise que vous ne tombez pas sous le risque du surendettement. Et ça, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est un problème qui survient souvent dans les startups, ce n'est pas possible dans le régime qui a été prévu par la Confédération de l'éviter ou de dire qu'on ne peut pas ne pas tomber sous ce risque. On ne peut pas non plus postposer immédiatement ces crédits. Ce n'est pas la logique, c'est véritablement la logique que vous vérifiez le risque de surendettement. Une autre question, ce sera de vérifier si vous avez eu éventuellement d'autres crédits Covid. Si des sociétés parmi vous ont eu du chiffre d'affaires, qu'elles ont obtenu un premier crédit au titre de la mesure aussi des crédits transitoires Covid, à ce moment-là, ce montant que vous aurez obtenu sera déduit. Vous pouvez combiner l'aide start-up avec l'aide Covid sur le chiffre d'affaires, mais vous ne pouvez pas l'avoir en cumul. L'aide start-up, enfin l'aide que vous aurez obtenue ou que vous êtes en train de négocier doit être déduite du montant maximum que vous pouvez avoir au titre de l'aide start-up. Ça, c'est important. Et ça, vous devrez aussi l'attester de ce que vous avez déjà négocié ou obtenu au titre des autres aides Covid. Slide suivant. Donc, la procédure maintenant, elle se fera en principalement quatre étapes. D'abord, vous dire qu'il y a, donc, première étape, si on peut passer au slide suivant, la procédure aux premières étapes. Deux portails que vous devrez, sur lesquels vous devrez vous rendre. Un premier niveau au niveau fédéral. C'est là où la procédure commencera dès demain. Vous devrez aller sur le site d'EasyGov. Le site a été, je crois, affiché dans la conversation. Si on peut le remettre, ce serait aussi bien. Vous devrez d'abord aller déposer votre demande sur le site d'EasyGov au niveau de la Confédération. Ensuite, à partir de là, vous aurez rempli. Il ne sert à rien de nous appeler tout de suite. Vous allez ensuite recevoir automatiquement un courriel vous informant que votre dossier il a été déposé au niveau de la Confédération, mais que vous aurez également un lien pour
un deuxième formulaire qui est celui qui permettra l'évaluation par le canton, par notre task force. Donc, le questionnaire fédéral, il faut compter, ils disent la Confédération 20 minutes. Si vous avez préparé tous vos documents, c'est beaucoup autodéclaratif. Faites très attention, ça paraît un peu policier comme je le dis, mais l'autodéclaration, ça signifie que les personnes qui vont remplir, si elles mettent la coche, si vous dites des choses inexactes, fausses, erronées, vous êtes passible de peine pénale. Hein. C'est une responsabilité assez importante parce qu'en fait, tout sera simplifié, mais vous devrez vous assurer que ce que vous avez dit correspond à la réalité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que ça sera court au niveau du formulaire de la Confédération et notre formulaire au niveau du canton, il sera maximum 1 heure. La question, c'est beaucoup préparer les documents en amont. Tout ce qui est demandé, préparez-les parce qu'une fois que vous entrez dans le processus, c'est difficile de tout… vous ne pouvez pas arrêter le processus, reprendre 2 heures après, etc. Donc là, il est important de rappeler deux portails pour la demande. D'abord au niveau de la Confédération, c'est vraiment dans une étape successive et ensuite au niveau du canton. Slide suivant. Donc, la soumission pour EasyGov, là, vous devrez donner des informations relatives à l'entreprise, le business plan, les frais courants 2019 ou si vous ne les avez pas, 2018 sur la base des comptes audités. Vous devez, en fait, sont justifiables au titre des frais courants, les salaires, les investissements non portés à l'actif, les loyers, les frais relatifs aux demandes de brevets, au conseil de brevets, tous les frais de R&D, qu'ils soient internes ou externes. C'est en gros votre OPEX pratiquement de l'année 2019. C'est en tout cas comme ça que nous allons aussi checker. Veillez à prendre les montants de dépenses, des charges d'exploitation que vous avez eues comme étant le montant déterminant. Et c'est sur ce montant-là que sera calculé le tiers maximum. Ensuite, vous devrez fournir vos comptes annuels, évidemment, pour qu'on puisse checker ça. Les données relatives à la banque, si elle est déjà identifiée, existante, ou celle que vous avez prévue. Et puis, les renseignements sur les éventuels crédits Covid que vous auriez déjà obtenus, que vous seriez enclin à demander. Et puis ça, c'est dès demain sur le site d'EasyGov. Slide suivant. À partir de vendredi, notre plateforme, ça peut être décalé à lundi, je tiens à demander votre indulgence. Donc les dossiers, on va pouvoir, nous le canton, les télécharger et vous allez pouvoir recevoir la demande en ligne pour le formulaire cantonal cette fois-ci. Là, ce formulaire, il va vous poser, il y a une dizaine de champs sur des informations de base et puis environ 20 questions sur 5 dimensions. Il y a une dimension qui porte sur l'innovation et votre modèle d'affaires. Est-il innovant? Est-il innovateur? Est-il scalable? Il y a la question du potentiel des retombées économiques sur les emplois, sur les activités de R&D à haute valeur ajoutée, etc. Il y a l'impact Covid-19, votre besoin de soutien par rapport à votre problématique liquidité et vos éléments aussi dans les 6-12 prochains mois. La demande de crédit cautionnement par rapport à vos questions sur endettement, mais aussi êtes-vous en mesure de rembourser? Si oui, quel serait le plan d'amortissement idéal pour vous? Sachant que c'est 10 ans maximum. Toutes ces questions-là. Des éléments financiers, vos comptes, vos projections, 2-3 informations qui sont basées sur des questions oui-non avec des champs libres pour justifier, préciser et donner des compléments d'information. Ce n'est pas compliqué, tout sera en ligne, tout sera digitalisé, tout sera sécurisé. Donc ça, au plus tôt le 8 mai. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas demain, dès que vous avez fini de remplir EasyGov, n'essayez pas de nous appeler en nous demandant où on en est. On en sera au moment où on devra transférer les informations et puis mettre en ligne notre plateforme qui vous informera et tout sera notifié par des messages. On a voulu ça pour éviter que vous ayez à faire 36 téléphones, puis nous, qu'on ait à faire aussi 36 téléphones. Donc, beaucoup de choses seront automatisées et c'est plutôt nous qui prendrons contact avec vous en cas de besoin. Slide suivant. Donc, toujours dans les données que nous allons demander et les pièces justificatives pour cette phase 2 faite par le canton, nous aurons besoin, et c'est des éléments que vous devrez uploader, d'un executive summary, de l'extrait du registre commerce, de l'attestation AVS consolidée des salaires au 31/12/2019, du tableau de trésorerie 2020, selon celui que vous avez, on n'impose pas de modèle, et du plan financier 2020-2022, on parle là essentiellement du compte de perte et profit 2020-2022. S'il est dans votre business plan, pas de souci, pas besoin de le remettre s'il ne l'est pas.
l'extrait de l'office des poursuites uniquement si l'entreprise fait l'objet de poursuites. En gros, on vous demandera est-ce que l'entreprise fait. Ça ne veut pas dire que si vous avez des poursuites, on ne va pas vous donner le crédit. Ça veut juste dire qu'on veut le savoir et qu'on demande l'extrait. Voilà. Donc, ça, c'est le travail, j'ai envie de dire, avec le business plan, les comptes qui sont demandés sur EasyGov. Puis, ces pièces justificatives-là, si vous les réunissez, ensuite, c'est maximum 2 heures de boulot au total. Hein. Ce n'est pas plus que ça. Voilà, et ça, c'est à partir de lundi pour l'évaluation. Nous, on commencera les évaluations, en principe, dès lundi en fonction des premiers dossiers déposés. Et ceux qui auront été au bout de la démarche de dépôt sur la plateforme aussi cantonale, eh bien, on pourra commencer les analyses. Ensuite, nos analyses, il faut compter environ 3 à 5 jours maximum. C'est évidemment dépendant du volume. Si on reçoit 400 demandes entre vendredi et mardi prochain, on ne sera pas en mesure peut-être de tout traiter en 5 jours. Mais on s'y tiendra à ce délai pour que vous ayez une réponse du canton dans un délai en principe de maximum 5 jours. Le rapport d'analyse que va faire chaque analyste de la task force, chaque conseiller de la task force, ces 18 personnes qu'on a impliquées dans cette task force entre la FIT, Innovo et le SPI, vont analyser sur les dimensions sur lesquelles vous allez amener des compléments d'information. Et je reviens, donc ces dimensions avec élevé, modéré et faible. Donc ça, il s'agit d'apprécier votre dossier, votre demande. C'est sur ces 5 éléments: innovation, modèle d'affaires, potentiel retombée économique, impact Covid et besoin de soutien, capacité à rembourser le crédit, cohérence globale et qualité du dossier. On est conscient que cette mesure de crédit n'est pas idéale pour les startups parce qu'un crédit, l'endettement, n'est normalement pas fait pour les startups. Donc, il va de soi que le but, c'est d'être souple, c'est d'être aussi assez agile et flexible. Mais néanmoins, c'est notre responsabilité, le canton, de faire aussi ces vérifications et d'amener aussi cette, j'ai envie de dire, crédibilité pour la Confédération qui ne fait aucune analyse directement, envers la banque et aussi envers l'organisme de cautionnement qui va faire l'acte contractuel. 3 éléments importants dans l'analyse. Soyez attentifs à ça. Le risque de surendettement, s'il vous plaît, vérifiez-le. Problème de liquidité, soyez précis, donnez aussi le maximum de détails. Et puis, le plan, la durée d'amortissement, vous savez que c'est 10 ans maximum. Faites-nous une proposition aussi. Vous verrez, vous aurez la possibilité de le faire dans le questionnaire. Qu'est-ce qui serait idéal pour vous? Est-ce que c'est linéaire sur 10 ans? Est-ce qu'il y a, pendant les 2 premières années, pas de remboursement, puis on fait ensuite sur 8 ans? On a aussi une certaine flexibilité. C'est évidemment la banque qui choisira, mais c'est aussi important qu'on ait votre point de vue dès la demande que vous déposez. Slide suivant. Donc ensuite, une fois le canton qui a fait son analyse, vous serez notifié le cautionnement roman à un moment dans la procédure, enfin au moment où le canton aura donné son aval, donc validé ou refusé l'éligibilité. À ce moment-là, si c'est validé, le cautionnement roman confirmera qu'il est prêt à établir l'acte de cautionnement pour avoir cette garantie à 100%. Et on peut venir au slide ensuite. Donc ça, c'est plutôt une étape formelle. Et puis, vous avez ensuite la possibilité de solliciter le crédit auprès de n'importe quelle banque, mais en particulier auprès de votre banque avec laquelle vous avez déjà une relation d'affaires. C'est évidemment ce que nous suggérons, de partir de là. Et comme je l'ai dit, d'avoir un contact en amont pour vous assurer qu'après tout le travail que vous avez fait, la banque ne dise pas non, nous ne participons pas à cette mesure, mais une fois de plus, vous avez de toute façon la possibilité d'aller vers une autre banque si votre banque aujourd'hui vous dit qu'elle ne participera pas à cette mesure. Voilà un petit peu la procédure qui est envisagée. Ce n'est pas tout simple, ça paraît peut-être compliqué, mais je vous assure que tout ça sera en principe réalisé dans un délai d'une quinzaine de jours grand maximum du début de votre dépôt, si tous les documents sont complets, jusqu'à la délivrance d'un crédit si le canton, respectivement la banque, avec aussi cautionnement roman qui peut se positionner sur le bien fondé de la demande, toutes ces parties prenantes impliquées vont quelque part, mais de manière accélérée. Et on est tous déjà en symbiose, on a déjà tous pris contact pour s'assurer qu'on n'ait pas de bugs et d'étapes, j'ai envie de dire, inutiles ou de retard dans l'analyse qu'on fera. Mais il est important, une fois de plus, que vous prépariez bien les dossiers et que vous ayez toute la complétude du dossier pour qu'on puisse faire le travail au mieux. Quelques liens utiles. Le site EasyGov, première porte d'entrée à partir de demain. Le communiqué de presse du site du SECO. Et puis, nous avons aussi, sur le plan cantonal, fait une page pour préciser cette mesure en résumé, en français et en anglais. Et puis, nous avons également une landing page sur toute la problématique et toutes les mesures liées au coronavirus pour les entreprises dans le canton. Je m'excuse d'avoir pris un peu de temps. J'espère Excellent.
Merci beaucoup, Raphaël. Nous avons répondu à certaines questions en direct. On va garder les autres pour tout à l'heure parce qu'elles vont être en partie traitées par les orateurs suivants. Mais celles qui ne le seraient pas, nous les traiterons à la fin. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Didier Muller, responsable du département PME à la BCV, qui a aussi une certaine expérience avec les prêts précédents de la Confédération qui sont encore en cours et qui va nous parler du point de vue de la banque dans tout ce processus. Voilà, vous avez le micro sur mute encore. Parfait, merci. Bonjour à tous, puis très heureux d'être parmi vous ce matin puis de pouvoir participer à ce séminaire web. Donc effectivement, mon rôle, ça sera plus de vous expliquer quel est le rôle de la banque dans ce dispositif et puis peut-être d'élargir un tout petit peu mon propos aussi à l'étape précédente de la caution avec finalement 5 ou 6 planches en support, dont une planche à la fin qui est peut-être un petit peu moins fun, certainement parce que c'est moi qui l'ai préparé, mais aussi parce qu'il y a quelques bullet points qui permettront de rappeler un tout petit peu la fin du processus. Et je profiterai, vous l'avez rappelé, on a aussi travaillé sur les prêts de la Confédération, on va dire pour les PME traditionnels. Donc je pourrais vous apporter aussi peut-être quelques conseils pratiques au fur et à mesure de la présentation. Donc je pense qu'on peut passer à la première slide. Alors, je vais aller assez rapidement sur cette slide parce que vous connaissez tous la BCV, mais je voulais juste faire un petit propos en introduction pour dire que la Confédération elle a choisi d'aider les entreprises et aussi les startups avec ce dispositif dédié. Finalement, en ne réglant pas tout de façon centralisée à Berne, mais en s'appuyant sur les cantons, en s'appuyant sur les banques. Et puis, c'est finalement ce réseau des banques, le réseau des cantons qui a permis aussi d'apporter cette aide d'une façon organisée et puis assez rapide auprès des entreprises. Donc, avec tous mes collègues, j'ai eu aussi des contacts avec mes collègues UBS, Crédit Suisse, je sais qu'ils participent aussi aujourd'hui, puis je les salue. Les banques ont été vraiment sur le pont pour pouvoir apporter le soutien aux entreprises. Pour le canton de Vaud, la BCV, bien sûr, a joué son rôle comme première banque du canton pour soutenir l'économie cantonale. Et puis, on est aujourd'hui totalement prêt. On participe au dispositif pour pouvoir aider les startups, finalement, dès demain, et puis l'ouverture du site de la Confédération. Sur le slide suivant, quelques éléments qui illustrent ce que je viens de vous dire. Je vais passer assez rapidement sur les éléments de service. Vous voyez que finalement, durant toute cette phase de crise du Covid, on a été de façon très intensive auprès de nos clients, en les contactant, en étant à leur écoute. Et puis, on a pris certaines mesures, déjà en suspendant des amortissements au préalable, puis avec les crédits Covid aux entreprises. Aujourd'hui, c'est près de 600 millions de crédits qui ont aussi été accordés aux entreprises vaudoises et puis qui ont été réinjectés dans l'économie du canton, dont aussi, et puis je profite, c'est un premier point de conseil, dans un certain nombre, ont déjà été accordés à des startups. Alors parfois, le dispositif n'était pas bien adapté, mais ça permettait quand même, parce qu'il y avait un petit chiffre d'affaires ou parce qu'il y avait des charges salariales, et puis on pouvait se baser sur les charges salariales, d'obtenir déjà un certain montant de crédit Covid. Alors, si on est une start-up ou une scale-up et qu'on a déjà un crédit Covid, est-ce qu'on a droit à l'aide au dispositif de start-up? Oui, bien sûr, on peut participer aux deux dispositifs. Néanmoins, ils se combinent, ce qui signifie que si la start-up, en remplissant son formulaire, voit qu'elle aurait par exemple droit à 400 000 francs d'aide avec le dispositif start-up, qu'elle a déjà bénéficié de 100 000 francs d'aide dans le cadre du crédit Covid, elle disposera avec le nouveau dispositif que de la différence, donc des 300 000, pour finalement ne pas dépasser les 400 000 francs auxquels elle a droit. C'est ainsi que le dispositif a été construit. Il se combine pour arriver au montant maximal. On peut volontiers passer à la planche d'après. C'était pour rappeler que la BCV, on est effectivement proche des startups, donc on s'est assez rapidement rendu compte en discutant avec nos clients que le dispositif n'était pas adapté. Donc on se réjouit bien sûr que le canton de Vaud participe. Ça a été le premier canton, ça a été rappelé, avec un montant substantiel de 20 millions. On est absolument convaincu
que cet axe de l'innovation, il est stratégique pour notre canton. Alors, la conviction, c'est bien. L'action, c'est encore mieux. Donc, vous voyez, la BCV, mais on participe déjà comme des partenaires principaux de l'AFIT. Et puis, on le fait aussi, c'est des fois peut-être un peu moins connu, en permettant aussi à des jeunes étudiants de pouvoir participer à un camp, notamment en Californie. Et puis, ça permet aussi à des étudiants vaudois de peut-être avoir un esprit d'entrepreneuriat qui se développe et qui lancent eux-mêmes leur start-up par la suite. J'en viens maintenant sur la page suivante, plus au processus. Et je vais surtout m'attarder sur la partie droite de la slide, la partie qui concerne le cautionnement remont et puis ensuite la banque. Donc, au niveau du cautionnement remont, c'est ici que finalement, on va se faire le contrôle aussi. Si vous avez déjà eu un prêt Covid précédent, c'est aussi au cautionnement remont que se trouve la garantie. Donc, ils vont pouvoir aussi contrôler le fait que vous ayez déjà un prêt et puis que vous en sollicitiez un deuxième par le dispositif Startup pour voir comment ils se combinent. Je rejoins Raphaël Kontz par rapport à ce qu'il disait. Faites attention à ce que vous mentionnez dans le formulaire. Je prends cet exemple-là, mais sur les autres points, c'est effectivement déclaratif. C'est important de le faire correctement. On a vu dans les pré-Covid que certaines entreprises ont essayé de jouer un petit peu avec le dispositif et puis on a donné des informations qui étaient un tout petit peu erronées. La Confédération, ils sont assez attentifs. Ils ont toutes les données sur leur site. Et puis après, ils ont aussi tous les moyens avec, d'une part, les services fiscaux, la TVA et autres, de faire des contrôles. Donc, c'est juste, sans être policier du tout, mais qu'il faut être attentif. Et puis, c'est le cas pour le 99% des entreprises qui remplissent les formulaires, mais c'est important de le faire correctement pour éviter des poursuites par la suite. Ils ont un dispositif de contrôle qui est assez important de leur côté. Le conseil que je voulais vous donner aussi sur cette planche-là, c'est, vous le voyez, l'ouverture de la relation. Je pense que c'est important de prendre contact avec votre banque et de s'assurer qu'elle fait partie du dispositif en amont. Vous devez l'indiquer dans le formulaire dès le départ. Pourquoi? C'est pour qu'ensuite, dans le processus, la demande puisse arriver auprès de la banque directement, sans repasser par vous, par la start-up. C'est beaucoup plus rapide, mais ça nécessite que vous l'indiquiez en amont. Ça a été indiqué aussi, si votre banque ne fait pas partie du dispositif, vous pouvez ouvrir une relation avec une autre banque. À BCV, on est bien sûr prêt à vous ouvrir une relation cas échéant. Demandez-le nous en amont. C'est important, on peut le faire directement sur notre site internet, on peut le faire par le canal digital. Vous pouvez aussi le faire, même si vous avez déjà une banque. Raphaël Kontz l'a rappelé aussi, il y a un petit peu une concurrence entre les banques. Donc, vous pouvez vous assurer que votre demande parvienne à deux banques pour finalement vous assurer que l'une des deux vous donne un avis positif et puis finalement que vous obteniez votre financement. Mon dernier conseil, c'est de bien préparer votre demande. Ne vous précipitez pas lors de l'ouverture. Prenez peut-être un jour ou deux de recul. Regardez effectivement avec votre fiduciaire, avec votre conseiller à la banque. On est volontiers à votre disposition, avec votre conseil d'administration pour faire les choses justes. Vous avez droit qu'à un essai. Ça veut dire que c'est one-shot l'aide. On a vu dans les demandes Covid normales que certaines entreprises finalement auraient eu droit à un montant supérieur, ont décidé de demander un montant inférieur parce qu'elles l'ont demandé tout de suite. Et puis quelques semaines après, se sont dit « Ah non, mais finalement, j'aurai droit à plus, je vais faire une seconde demande. » Ce n'est pas possible. Le dispositif, il ne prévoit qu'une demande. Donc, il faut mieux prendre quelques jours, réunir les documents, se réunir dans la start-up, regarder avec sa fiduciaire, préparer bien correctement son dossier et puis peut-être pas l'envoyer le premier jour, puis s'assurer qu'on fait juste. Vous n'aurez pas droit à une seconde chance en disant « Je suis venu demander 200 000 ». Mais j'avais droit à 500, donc je viendrai redemander 300 000 au mois de juin parce que le dispositif est ouvert jusqu'au mois d'août. Ça ne peut pas fonctionner, vous avez droit qu'à une fois, à une aide. Donc, prenez le temps de vous préparer correctement dès le départ. Sur la slide suivante, vous dire qu'au niveau de la BCV, bien sûr, on a nos 9 centres régionaux à Puy, Aigle, Vevey, Morges, Nyon, Payerne et Châlons. Mais je pense que pour les startups, ça sera essentiellement Lausanne et Yverdon où on trouve les parcs scientifiques qui vont être plus sollicités. Donc, vous le voyez, on a 2 spécialistes qui sont dédiés, M. Lehmann et M. André, à Lausanne et à Yverdon.
avec qui vous pouvez aussi prendre contact. Ils participent aujourd'hui à ce séminaire web. Je les salue au passage. Ils sont aussi à votre disposition si vous voulez les contacter pour justement vous préparer, pour remplir correctement la demande, disposer de tous les éléments et faire finalement les choses correctement. Sur mon dernier slide, c'est celui que je vous parlais. On a là quelque chose qui est un petit peu moins illustratif, mais qui reprend tous les points. Donc, vous le voyez, la banque va finalement octroyer le crédit. Comme cela a été dit, on est tout à la fin du processus. Donc, on va recevoir de l'organisme de cautionnement son accord. On le recevra par email. Vous recevrez une copie de cet email. Et puis ensuite, on va vérifier cette documentation. Ça a été rappelé, l'organisme de cautionnement comme la banque, dans le dispositif de la Confédération, dispose d'un droit de refus. Ensuite, c'est le dernier moment pour ouvrir la relation, si on ne l'a pas fait avant. Et puis, c'est finalement à ce moment-là que la banque va confirmer à la start-up et à l'organisme de cautionnement son accord pour le crédit. Tout ceci peut se faire par mail. On arrive après dans une phase où on aura l'obligation de faire quand même un tout petit peu de papier. Il y a un contrat de crédit qui doit se faire. C'est peut-être une différence aussi avec les crédits Covid qui avaient été mis en place, où l'argent arrivait directement, le formulaire faisant objet d'un contrat de crédit standard. Et sinon, c'est chaque banque va établir un contrat de crédit et ouvrir un compte dédié. Donc, on va devoir s'organiser aussi pour signer ces pièces ensemble. C'est pour ça que je parle aussi de mes deux collègues qui sont à Lausanne, soit à Yverdon, qui pourront aussi organiser avec vous la signature de ce contrat et qu'à échéant même se déplacer vers vous. On a un petit aller-retour ensuite avec l'organisme de cautionnement. Il faut qu'on échange les signatures entre le contrat de crédit et puis l'acte de caution. Puis c'est seulement après qu'on peut mettre en place la limite de crédit pour la start-up. On s'est organisé avec bien sûr des canaux dédiés pour pouvoir, dès qu'on va recevoir les demandes de l'organisme de cautionnement, pouvoir les traiter rapidement avec les personnes dédiées qui connaissent bien ce processus pour aller bien sûr au plus vite dans tout ce processus. On n'a pas un nombre de jours sur lequel on peut aujourd'hui s'engager. C'est difficile parce qu'on va voir au fur et à mesure que les demandes arrivent. Néanmoins, on va s'organiser pour le faire très, très rapidement, tant auprès de l'organisme de cautionnement que de la banque. On a mis en place aussi une adresse mail dédiée qui permettra aussi à l'organisme de cautionnement de nous envoyer ces demandes. Donc, elles seront séparées du flux des affaires et des mails normaux pour aller plus vite. Je l'ai dit, 2 conseillers à disposition. Et puis, bien entendu, c'est quand même important de le rappeler, on peut quand même se rencontrer, surtout s'il y a des pièces à signer. Il suffit de faire attention aux mesures de protection de l'OFSP, mais on est prêt à se rendre, cas échéant, chez vous aussi dans vos locaux, ou bien sûr à le faire par visio ou conférence call. Voilà les points que je voulais vous dire. Un point important que je gardais pour la fin, c'est bien sûr le prix. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur le QNR qui venaient sur ce prix. Aujourd'hui, la position de la BCV, c'est de se caler aujourd'hui sur ce qui existe, de rester dans la même logique de ce qui existe pour le dispositif Covid. Le point qui reste ouvert pour nous, c'est le refinancement de ces opérations pour la banque. C'est très technique. Néanmoins, la Confédération avait prévu pour les pré-Covid un refinancement auprès de la Banque nationale suisse. On part du principe, on espère en tout cas que ça se fasse de même. On n'a pas encore cette confirmation aujourd'hui. Partant de l'idée que la Banque nationale refinance aussi ses crédits, la BCV va pratiquer un taux de 0% sur ses financements start-up de la même façon qu'on a procédé sur les prêts Covid pour les entreprises PME. Aujourd'hui, c'est toutefois une décision de la BCV, puisque comme on l'a dit, ce n'est pas une décision au niveau suisse ou au niveau de la Confédération, c'est chaque banque qui doit aujourd'hui se positionner sur le taux d'intérêt qu'elle entend pratiquer. Et puis, je mets cette petite réserve. Bien sûr que si la Banque nationale devait décider de ne pas les refinancer, on devrait peut-être revoir cette position. Mais aujourd'hui, on part de l'idée qu'avec ce refinancement, on pourra vous proposer un taux de 0% à la BCV. Je voulais encore, pour terminer, juste rappeler qu'il y a quand même quelques contraintes dans ces prêts. C'est important aussi que vous puissiez, dans votre évaluation, de le demander ou pas en tenir compte. C'est des contraintes qui sont imposées par la Confédération, comme l'absence de distribution de dividendes. Il n'y a pas de possibilité de rembourser des apports de capital ou de faire des prêts dans le cadre d'un groupe avec des sociétés. Ça peut ou pas, en fonction de
votre stade de développement dans votre entreprise, vous pouvez ou pas être finalement limité par ces contraintes. Et tant que le prêt n'est pas remboursé, bien sûr que vous avez ces contraintes qui s'appliquent. C'est les mêmes d'ailleurs que pour les prêts Covid précédents. Donc, c'est important que vous les ayez à l'esprit au moment où vous préparez votre demande, puis que vous regardez bien si ça s'intègre avec aussi finalement la stratégie que vous avez pour votre startup au cours des prochains mois, des prochaines années. Voilà, je suis volontiers à disposition après pour répondre à vos questions. Et puis, j'en ai terminé pour ma partie. Merci beaucoup, Monsieur Muller. Peut-être juste une question, puisque c'est encore chaud. Il y a ce taux d'intérêt évidemment très attractif, on peut le dire, mais qu'en est-il sur la durée? Est-ce que c'est revisité après une certaine période? On va partir sur le même principe que le prêt de la Confédération pour les prêts Covid. C'est une révision annuelle qui est prévue au fin mars de chaque année. Donc, le taux, il est annoncé pour une année, et puis le 31 mars de chaque année, il y a la possibilité d'une révision de ce taux en fonction de l'évolution des conditions sur le marché des capitaux, bien sûr. Vous pensez que la Confédération donnera des guidelines par rapport à ça chaque année? Certainement, puisque pour les prêts Covid, ce ne sont pas les banques qui ont finalement décidé du taux, mais il a été discuté puis décidé en partenariat avec la Confédération, puisque c'est un taux qui est pour l'ensemble du dispositif. Donc, il y a de fortes chances qu'on va un tout petit peu travailler dans la même logique et puis assimiler les deux dispositifs et puis travailler en parallèle avec le dispositif Startup par rapport au dispositif sur les prêts Covid. Très bien, merci beaucoup. On va passer à notre dernier orateur, Julien Gué, secrétaire général de la FIT. Avant de passer à la partie questions-réponses plus globale. Alors, voici la FIT. Alors, pendant que mes slides apparaissent à l'écran, à mon tour de vous saluer tous au nom de la FIT. Donc, ça a été dit par Raphaël, la FIT a été intégrée dès le début dans les réflexions pour soutenir les startups du canton. Et on sera intégré dans les équipes qui vont faire l'analyse des demandes avec toute mon équipe. Mon message ici, c'est de dire que les aides habituelles de la FIT sont toujours ouvertes dans cette période et qu'il est tout à fait possible de cumuler un prêt Covid, qu'il soit PME ou start-up, avec un prêt de la FIT. Il n'y a pas je dirais, par design d'empêchement de le faire. Il y a par contre la nuance qui a déjà été soulevée par les deux orateurs précédents, que le Code des obligations et l'article 725 CO va s'appliquer. Et donc, si on cumule trop de prêts, on peut être possiblement dans une situation qui est problématique. Cependant, c'est tout à fait possible de faire une demande pour un prêt classique de la FIT si on a déjà eu un prêt Covid. Dans les questions qui ont été posées dans le chatter, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent que les aides de la Confédération sont basées quelque part sur le passé et qu'une start-up, par définition, qui est une entreprise en croissance, n'a pas forcément les mêmes charges cette année qu'elle l'avait l'année passée. Et c'est vrai que dans des situations où on est dans une situation où on veut financer la croissance, un prêt de la FIT ordinaire paraît être une solution qui est plus adaptée parce que c'est des prêts qui sont faits pour ça, qui sont faits pour financer la croissance. Donc, si on reprend l'offre de la FIT sur nos slides, vous voyez que, enfin moi je ne le vois pas à l'écran, mais j'imagine que vous le voyez, qu'on a nos deux outils classiques, donc les prêts technologiques avec des conditions plus strictes que les prêts Covid, puisque vous devez, là c'est vraiment pour les startups technologiques en lien avec des hautes écoles, avec un prêt seed de 100 000 francs a priori au démarrage de la société et un prêt de croissance qui vient matcher une levée de fonds. Et vous avez le même principe pour les startups digitales avec aussi ces deux niveaux de prêt, avec là des conditions d'éligibilité qui sont un petit peu différentes puisqu'on n'a pas le lien avec la haute école qui est nécessaire. Je ne voulais pas allonger plus puisque vous connaissez pour la plupart déjà ces aides. Si vous avez des questions, on peut reprendre aussi des questions sur les aides traditionnelles de la FIT dans la partie questions-réponses. Mais je pense qu'on peut maintenant passer à la partie questions-réponses sur les aides Covid, qui est le sujet de la matinée. Voilà, Patrick.
Très bien, merci beaucoup Julien. Effectivement, des questions, il y en a beaucoup. Je remets juste la présentation ici. Alors, une des questions qui est revenue plusieurs fois, c'est sur, évidemment, le prêt, il est basé sur les coûts 2019 ou 2018, si on n'a pas 2019. Donc, sur les comptes, est-ce que ces comptes doivent être audités par une fiduciaire? Il y a beaucoup de startups qui sont en contrôle restreint, donc elles n'ont pas ça. Donc, elles doivent courir vers la fiduciaire pour essayer d'obtenir cet audit. Je ne sais pas si… Attends, Raphaël, tu es… Voilà. Oui, effectivement, une question qui revient. Donc, d'abord, dans la directive fédérale, il n'est pas la notion de auditer n'est pas mentionnée. C'est quelque chose qu'on va encore checker auprès du SECO pour être sûr. Mais il va de soi que pour la banque, pour tous les acteurs, c'est mieux si les comptes sont audités. Maintenant, c'est aussi la raison pour laquelle le SECO a prévu de pouvoir prendre 2018 si vos comptes 2019 n'étaient pas audités. Il est même prévu pour les sociétés qui auraient été créées en 2019, par exemple en septembre 2019, la possibilité, le SECO donne la possibilité d'extrapoler sur l'année les frais qui seraient liés à quelques mois. Donc, pour des sociétés qui auraient été créées, évidemment avant le 1er mars 2020, mais qui auraient… alors, reste la question de savoir est-ce que les frais début 2020, il y a aussi des questions, j'ai vu, qui concernaient… qu'est-ce qui se passe? On a engagé des gens en 2020, on a boosté un petit peu notre business début 2020. Est-ce qu'on peut considérer les frais 2020 aussi un peu par extrapolation? A priori, ce n'est pas prévu, en tout cas dans la directive. C'est clairement mentionné qu'il s'agit des frais 2019. Mais ça, c'est des questions qu'on peut aussi poser encore au SECO. C'est pour moi, je pense, un peu difficile pour nous de vous donner une réponse affirmative parce qu'on aura besoin effectivement des premiers cas aussi pour voir et probablement poser des questions à la Confédération quant à l'application de la directive. Nous souhaitons être le plus souple et permettre évidemment aux sociétés d'avoir aussi la possibilité de mettre aussi les frais qu'elles jugent le plus pertinents. Mais en gros, c'est pas d'obligation d'avoir des comptes audités, en tout cas, ce n'est pas spécifié, et puis possibilité d'extrapoler pour celles qui auraient été créées en 2019 où il n'y a pas toute une année complète. Y compris celles qui ont été créées en tout début de cette année, janvier, février, où là, vraiment, c'est de l'extrapolation. Ben là, il faudra quand même aussi, on a eu quelques questions. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudra aussi pouvoir démontrer celles qui se sont créées en tout début d'année, la problématique Covid, c'est-à-dire si elles ont déjà ou pas levé des fonds, évidemment que cette problématique, elle est pour toutes les sociétés, mais il faut aussi qu'on voit ici, là, le régime ordinaire, enfin, les aides du SPI, de la FIT ne sont pas celles qui s'adaptent le plus à ce besoin. Parce que c'est vrai que voilà, avant le 1er mars, ça signifie que les 3 premiers mois pourraient aussi être pris dans une forme d'extrapolation. Enfin, les 2 premiers mois, pardon, janvier, février. Mais ça, on doit clarifier avec le SECO. Qu'en est-il des 2 premiers mois de l'année? Parce que je n'ai pas une réponse définitive aujourd'hui. Ça peut être que sur ça peut être évidemment sur de l'effectif, mais ça peut d'aucune façon être audité. Mais je pense qu'on va poser la question au SECO en demandant s'il y a la possibilité de prendre en considération les 2 premiers mois de l'année aussi dans les chiffres et les données qui seraient faites par les sociétés, en spécifiant bien que les données, par exemple, une société qui aurait été créée en août 2019, puis ça prendrait les mois de août à décembre, plus janvier, février, puis on extrapolerait sur 12 mois. Et, typiquement, des exemples qu'on va utiliser pour aussi aller chercher, on va dire, des confirmations de la part de l'autorité qui peut nous donner le OK, qui est le SECO. Julien voulait ajouter quelque chose. Ce qui est plus pour nous à l'interne, ce serait important qu'on puisse absolument conserver toutes les questions posées. Et puis tout ce qu'on n'arrive pas à répondre aujourd'hui, on essaie de le synthétiser dans un document qu'on envoie à la Confédération et pour lequel on demande les réponses, quitte à ce qu'on revienne auprès de vous, des personnes qui ont posé des questions. Oui. Il y avait Julien qui voulait ajouter quelque chose. C'est juste pour préciser que la directive précise que si on n'a pas une année complète, on peut extrapoler sur la base d'un mois, mais on extrapole toujours sur des mois existants. On ne peut pas extrapoler par rapport à des frais qu'on aurait imaginé avoir. Par contre, si on n'a que 2 mois de frais, on peut extrapoler 12 mois d'activité sur la base de ces 2 mois selon la directive. Donc, ça répond à la question de est-ce qu'on peut valoriser quelque part des projets commerciaux de développement qui sont maintenant suspendus ou annulés? On ne peut pas, ça doit se traduire
par des coûts réels, même si c'est sur quelques mois et puis on extrapole. C'est comme ça que je comprends la directive. Ouais. Voilà. Et une question intéressante, est-ce qu'une entreprise vaudoise peut recevoir un prêt d'une banque hors du canton de Vaud, et typiquement zurichoise? M. Muller, vous voulez répondre ou bien moi je peux répondre? Comme vous le souhaitez. Pour la vision du canton, ce qui compte, nous, c'est l'aide à l'entreprise. Après, on va évidemment, les principes sont les suivants. Vous avez une relation avec une banque, allez vers la banque qui vous a aidé, qui vous soutient, même si c'est juste pour ouvrir un compte. Ensuite, vous n'avez pas de banque attitrée, choisissez une banque pour la place. Nous, le service de la promotion de l'économie, on a un rôle équitable. On ne fait pas plus la promotion de la BCV que les autres, mais il va de soi qu'aujourd'hui, on sait déjà, en tout cas dans le canton de Vaud, qu'on a une banque qui est prête, disposée, qui a déjà anticipé la possibilité de faire ces genres de prêts. Donc, vous avez le contact de M. Muller. Après, oui, j'ai envie de dire, il faudra aller chercher toutes les opportunités. Après, j'ai envie de dire, c'est clair que les banques vont quand même faire des checks, ça, il faut en être conscient. Mais je pense que oui, clairement, nous, la Confédération et les cantons, notre arrière-cautionnement, on n'a pas de banque. Et cautionnement roman qui va délivrer les actes de cautionnement peut travailler avec toutes les banques suisses, pour autant qu'elles soient reconnues par la loi sur les banques. J'imagine que c'est ça qui fait foi. Ça ne peut pas être une banque étrangère, en tout cas basée avec son siège et une entité à l'étranger. Très bien. A question in English now from Christina. She asks about the length of the loan. Very often in the life of a startup, you have a financing round or larger revenues than you expected, and you want to reimburse the loan. Can you do that after 3 years, for example? Yeah, as far as I understand also, you can, it's also a discussion to have with the bank, because then of course there is a long-term relationship, but it would be the best case, I would say, to reimburse partially, totally, but I think I prefer let the floor to Mr. Muller, but nothing, I think there is no constraint as long as it's not longer than 10 years, the reimbursement. I totally agree with Raphael. It's a bridge loan, and if you need it for perhaps 10 years at maximum delay, okay. If you can reimburse it before, it's the goal of the Confederation support program. It's not to take the program for a long period. If you can in your startup reimburse it before, you have to do it. For me, it's a goal for the startup to reimburse this loan as soon as possible. Excellent, thank you. Another question, a bit technical. When you activate R&D costs, it means they are not the costs are spread out over years. You did that in 2019, but can you use the full R&D cost without activation? My recommendation, there is a tricky point, because in the federal rules, it's mentioned are included in the operating expenses, in les frais courants, all investment in R&D, as long as they are not activated in the balance sheet. But the question I asked also Mr. Godel, in charge of this program at the Confederation, he was, in a way, wanted to be quite flexible, because it's the way it is written. So normally, no. But we know that it's something that is important for the startup to activate it, because it makes the assets better. And I think this is something I would say, if you start and you submit your application just be transparent. And then once again, if we have this issue, we can ask also to the Confederation to have the full agreement, but try to put it in the application, but be transparent. Just mention that in the amount of the determining amount of the operating expenses, you also considered some R&D expenses that have been activated in the balance sheets, and you just make it clear
the amount of these activated R&D expenses so that everything is clear in terms of information, and nobody can you will not be penalized if you just transmit clearly, transparently this information. Then it's up to us also to see how we deal with that. But we have to ask and to be sure. But the idea is to be flexible, to be comprehensive. But in reality, this was more expenses that are really part of the operating expenses, and it's also easier to calculate and to attest. But once again, we need to have probably 1-2 first case to submit to the Confederation and to have a formal, I would say, position. Thank you, Raphael. Another one for you from Roberto. Hi, Roberto. Can you, at the same time, simultaneously apply for a loan by Cautionnement Roman independently? Yes, this is already clear because we asked this question. You can do both, but the reality is that we are, as I mentioned, it's not a special law. So first, there was a question asked if should the parliament, the Swiss parliament, also validate? No, there is no validation. So there is no risk that the parliament is going, because it's a rule and it's not a new law. So it means that in the current law, the maximum amount per company is 1 million. And this is also something that is clear in the law. So you can combine a normal, I don't see the interest, but the only difference with the normal regime, despite the fact that the canton, there is not an automatic coverage of 35% by the canton, but in the normal, I would say, regime, sorry, I lost my, so in the normal regime, there is, you don't have this calculation of 1/3 of the total cost of 2019. You can require 1 million, up to 1 million according to your needs. So it's up to you to decide if you want to go. If I would recommend the following: if you have things that is for development, your company is growing and you have to finance more or less development. You have not so many issues in regard of COVID, of liquidity and all this. I would recommend to go probably in the normal track of a cautionnement ordinaire up to 1 million. But at the end of the day, you can mix. You can mix the startup COVID with the cautionnement solidaire, the normal one, but up to maximum 1 million. If you have 500, it's okay, but you cannot have 1 million plus 1 million. You cannot add and double, accumulate. It's just the amount, the maximum amount of 1 million is maintained for both, I would say, tracks that you would go with it. Excellent. Thank you. Une question maintenant en français de nouveau à Julien, peut-être, mais Raphaël aussi. Cette notion de start-up innovante basée sur la technologie, est-ce que tu pourrais faire une petite définition? L'appréciation qui sera faite, elle sera basée sur d'abord, est-ce que vous avez développé, quelle est votre innovation? Quelle est votre technologie? Est-ce que c'est une technologie propre, une innovation propre? Mais après, il y a une question qui est le modèle d'affaires. Est-ce qu'on est sur une innovation basée sur un modèle d'affaires? On sera prêt à accueillir aussi des demandes qui seront basées sur de l'innovation de modèle d'affaires. Maintenant, ce qu'on veut surtout, c'est que l'innovation, elle ait une chance sur le marché, qu'elle soit le plus unique possible, qu'elle ait un facteur différenciateur. On a une question, par exemple, sur quels sont les USP qui distinguent cette innovation, ce modèle d'affaires par rapport à la concurrence. Et ce qu'on doit, c'est surtout s'assurer qu'on soutient des projets novateurs, des sociétés qui ont un modèle d'affaires, une innovation qui a des chances de succès sur le marché et qui est scalable à l'international. Après, on n'est pas uniquement dans cette mesure-là que sur des innovations de technologies disruptives. Donc, c'est assez large dans l'interprétation, mais
c'est difficile comme ça. On pourrait définir tout. On n'a pas, on va pas suivre une définition définie par InnoSuisse ou par un acteur. On va aussi poser des questions, puis on fait une appréciation qui est quand même basée sur le facteur différenciateur et en quoi la société a une chance de pouvoir s'imposer sur le marché, pas qu'en Suisse par rapport à son modèle d'affaires et son innovation ou sa technologie. Si, Julien, tu veux ajouter quelque chose? Non, je crois que c'est important de dire qu'on est sur quelque chose de plus large que la FIT, clairement, et quelque chose de probablement aussi un peu plus large que uniquement les entreprises éligibles SPI, aux aides habituelles du SPI. Oui. Une question, donc c'est peut-être important de le souligner, je crois que tu l'as déjà fait, Raphaël, c'est uniquement pour des sociétés de type SA ou SARL. Il n'y a pas d'autres types juridiques qui ont été prévus par la Confédération. Non, alors ça, clairement, c'est une volonté aussi qui est clairement mise comme une obligation. Il faut que ce soit une SA, une SARL. Par contre, il y a une question, si la SA est en cours de création, qu'est-ce qui se passe? A priori, le problème, c'est qu'elle risque d'être créée du coup trop tard par rapport à… Et donc là, il faudrait préférer les aides, je dirais, habituelles, SPI, FIT ou InnoSuisse pour des entreprises en démarrage. Ce sera, à mon avis, la date de transformation qui fera foi et pas la date de la création d'une SNC avant la… Et ça a encore à vérifier avec comment ça va être interprété par le SECO. Très bien. Un point important peut-être à rappeler, c'est que, enfin, ça va de soi pour la plupart d'entre vous, mais la possibilité ou le fait d'obtenir un prêt doit être validé auprès de vos investisseurs. Dans bien des cas, des contrats d'investissement, de levée de fonds empêchent bien entendu de s'endetter sans que tous les investisseurs soient d'accord. Donc, faites bien attention de vérifier tout ça avec votre board. Oui, tu poses la question, Patrick, à quelqu'un d'entre Oui, vous? si vous avez quelque chose à ajouter à ça. Non, effectivement, la question, il y a des questions aussi sur l'application de l'article 725, alinéa 1, alinéa 2. Je pense que ça, c'est des points. Moi, ce que je recommande aux sociétés, c'est de bien vérifier avec leur conseil d'administration, avec leur fiduciaire. Le mieux serait qu'on ait une petite attestation ou quelque chose qui, dans le formulaire cantonal, vous nous mettez aussi que vous avez checké avec votre fiduciaire. Puis, qu'est-ce que votre fiduciaire dit par rapport à ça? Parce que là, c'est aussi du cas par cas, à mon sens, où on est… nous, on va faire plutôt un contrôle sur la véracité des informations. C'est toujours un peu délicat. On aura les comptes 2019, mais les situations peuvent assez vite changer par rapport à la question de l'interprétation du 725 CO. Enfin, il suffit qu'il y ait… on doit aussi savoir qu'est-ce qui est postposé, pas postposé. Tout n'est pas toujours ni d'une manière explicite dans les comptes. Donc ça aussi, c'est quelque chose, nous, on s'attend à ce que les sociétés le fassent de leur côté, par leur haute direction, respectivement leur fiduciaire. C'est aussi important que la personne qui remplit le formulaire ait bien pris conscience de la responsabilité qu'elle engage l'entreprise sur ce point-là. Très bien, merci. Sur la question, il y a tellement de questions que je m'y perds un petit peu. Oui, sur le surendettement et la postposition du prêt, est-ce qu'il est prévu qu'il soit des prêts ordinaires ou est-ce que ça peut se discuter? Alors clairement, contrairement au crédit transitoire Covid qui donne la possibilité quelque part de considérer ça comme des crédits presque postposés jusqu'en 2022. Là, il n'y a pas, c'est clairement une dette ordinaire. Donc, il n'y a pas de postposition automatique ou au moment même où le crédit octroyé. Ça, je vais peut-être laisser M. Muller répondre, mais clairement, il faut être attentif à ça. Effectivement, c'est un prêt ordinaire et puis il n'est pas prévu que ce prêt soit postposé. Ce qui est le cas d'ailleurs aussi des prêts Covid qui sont des prêts aussi ordinaires. Néanmoins, c'est vrai que pour les prêts Covid, il y avait une disposition qui permettait de ne pas les prendre en compte dans le calcul du surendettement de l'article 725 pendant 2 ans
ça n'a pas été le cas dans le dispositif de la Confédération pour les startups. Donc, je rejoins ce que disait Raphaël Comte tout à l'heure. Je pense, et je l'ai dit aussi dans ma présentation, c'est important d'associer votre fiduciaire à la préparation de votre demande et de votre dossier. C'est quand même des éléments un petit peu comptables, techniques, comment ça se calcule, ce surendettement. Je pense que c'est important que vous le fassiez avec eux. Et puis, je rejoins aussi Raphaël sur le fait d'obtenir une attestation de la fiduciaire, qui est aussi un élément important, d'une part pour l'analyse pour le canton, et finalement aussi pour la responsabilité de la direction et du conseil d'administration de votre société. Tout à fait. Une question, je ne crois pas que ça existe, mais est-ce qu'il y a un comparatif des taux d'intérêt pratiqués déjà? C'est beaucoup trop tôt. Hein. Alors, pas à ma connaissance, le dispositif, il a été finalement construit au cours des derniers jours. Tout a été finalement très vite, hein, puisque le Conseil d'État vaudois a annoncé que vendredi, aussi la participation du canton, c'était même le premier canton, donc tout se met en place. Et à ma connaissance, il n'existe pas de comparatif des taux d'intérêt à ce jour. Merci. Une question qui est revenue quand même plusieurs fois, mais que tu as déjà traité, Raphaël. Il y a certaines décisions de soutien financière qui sont intervenues en fin d'année dernière, typiquement obtenir un projet Inno-Suisse avec un financement Inno-Suisse, mais donc qui ne sont pas dans l'année 2019 pour une start-up qui existe depuis avant 2019. Donc, on ne peut pas tenir compte de ces coûts qui ne sont pas impactés sur 2019. Excepté pour la confirmation qu'on va demander au SECO pour les 2 premiers mois de janvier et février. Je rejoins ce que disait Julien, c'est qu'on ne peut pas prendre… Il y a l'extrapolation de coûts pour les sociétés qui auraient été créées durant l'année 2019. Mais à un moment, il faut quand même avoir été créé à ce moment-là. Et puis, pour le reste, il faut nous attester quand même des chiffres qui sont basés sur de l'effectif. Et pour les mois de janvier-février, s'il n'y a pas évidemment des comptes audités, ce qui serait bien, c'est d'avoir une sorte de présentation d'un compte de perte et profit aussi fait avec la fiduciaire, mais sans que ça fasse trop de frais, mais quelque chose d'assez simple qui nous permettrait. Et nous, on vérifiera auprès du SECO aussi de savoir si on peut tenir compte de ces premiers mois 2020. De surcroît, s'il y a eu des frais importants occasionnés pour la société qui permettraient aussi de donner un peu plus d'aller un peu plus haut dans le montant déterminant, quoi. Et une fois de plus, le mieux, c'est presque qu'on puisse voir sur le cas précis comment la société un peu nous présente ça, parce que une fois de plus, pour 2020, on ne peut pas encore aujourd'hui donner une garantie que les mois de janvier-février seront pris dedans, parce que ce n'est pas mis dans la directive telle qu'elle, mais on va s'en enquérir. Et puis pour le reste, il peut s'agir que des frais effectifs, quoi. Et puis c'est vrai que si la Confédération nous dit non pour les mois de janvier 2020, on ne peut pas les prendre en considération, et ben, c'est vrai que tous les frais qui seront faits, tous les investissements faits en début d'année ne pourront pas être pris en considération. Peut-être un élément de réponse sur le formulaire de la Confédération. On indique que si l'activité a été lancée au 1er janvier 2020, on peut considérer les frais courants en prenant les frais courants mensuels, donc comme vous le disiez, janvier ou février, et puis les extrapoler sur 12 mois. Voilà, c'est une très bonne… Alors, c'est très bien si effectivement dans le questionnaire ça répond. Autant si la directive elle n'est pas claire là-dessus, s'ils l'ont mis dans le questionnaire, je pense qu'on a déjà la réponse qui fait que ces 2 premiers mois peuvent être… ça, c'est pour toutes les sociétés qui se sont inscrites, si j'ai bien compris, depuis le 1er janvier. C'est marqué en cas d'activité lancée au 1er janvier ou s'il y a eu un exercice particulièrement long en raison de la fondation de la société en 2019. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout le principe. C'est effectivement dans le cadre du développement, les startups, elles ont un modèle d'affaires particulier. C'est bien marqué, c'est soit les frais courants par les comptes, soit les frais courants estimés. Puis pour les estimer, ils donnent quand même la piste de prendre les frais des derniers mois puis les extrapoler sur un exercice. Ouais. Je pense que pour ça, parce qu'on est vraiment sur des cas assez particuliers, mais il y en aura parce que le monde de la start-up, il est dynamique et il n'est pas figé sur le passé, il est plutôt dans le prospectif du futur. Mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, à un moment, le mieux, c'est que vous remplissiez au plus près. L'important, c'est que vous donniez des informations réelles qui correspondent à la réalité et puis que le plus, s'il y a une attestation via la fiduciaire, le mieux c'est. Mais après, sinon, vous nous donnez les comptes tels que vous les avez et puis après, l'extrapolation, c'est à vous de la faire.
Mais faites le petit calcul, si vous avez que les 2 premiers mois de l'année 2020, puis vous extrapolez sur 12 en fonction des frais que vous arrivez à démontrer. Le principe, c'est comme si vous deviez une fois venir, puis qu'on regarde dans les comptes, puis dire, vous avez fait avec diligence au plus près des informations que vous aviez. Et puis à ce moment-là, vous nous faites un petit tableau que vous soumettez aussi en plus pour expliquer si vous n'avez pas des comptes audités, il faut qu'on ait un tableau qui remplace ou un document qui remplace les comptes pour attester aussi des informations que vous mettez qui permettent de calculer le montant déterminant. Une question qui revient, c'est bien tous les frais, donc c'est les loyers, les salaires, les frais d'R&D. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des coûts qui ne sont pas pris en compte? Moi, je le comprends comme étant aussi quand même avant tout les coûts d'exploitation de l'activité R&D innovante de la société. Après, je ne sais pas si on devait avoir des coûts extraordinaires. Je n'arrive pas forcément à penser, plus on descend dans le PP en dessous de… moi, je le vois comme étant quelque part un peu les BDA, enfin jusqu'à les BDA, mais peut-être, M. Muller, vous avez une vision aussi plus précise jusqu'où dans le compte de PP on doit regarder? Ma vision du dispositif, le principe, c'est que la start-up, elle se retrouve aujourd'hui en difficulté parce que le marché ne permet pas de lever des fonds. Donc, la Confédération, elle voit un tout petit peu que tout a été mis sur pause et puis que finalement, les frais qui doivent être pris en compte, c'est les frais qui servent à assurer l'activité courante de la start-up, loyer, salaire. On n'est pas sur des frais ou engager des dépenses qui visent à la développer, mais à lui permettre de se maintenir, finalement maintenir son existence pendant quelques mois jusqu'à que la crise soit un petit peu derrière nous, que des investisseurs reviennent sur le marché, qu'elle ait la possibilité alors de relever des fonds puis de continuer son développement. Et puis elle aura finalement été en stand-by pendant quelques mois avec l'aide de la Confédération puis de ce prêt pour finalement assurer les charges courantes, qu'elle n'ait pas besoin de devoir quitter ses locaux parce qu'elle ne peut pas payer son loyer ou pas payer ses salaires. Je le vois dans cette optique-là, puis je lirai un tout petit peu les frais dans pertes et profits dans cette optique-là, assez prudente, de dire que ça doit couvrir vraiment des charges qui sont essentielles au maintien en activité de l'entreprise. Très bien. Une question un peu particulière qui va te faire plaisir, Raphaël. C'est une start-up inscrite au registre du commerce d'un canton voisin, mais qui a toute son activité et ses bureaux dans le canton de Vaud, et qui de ce fait ne semble pas être éligible sur le canton de Genève, qui demande d'avoir à la fois l'inscription au RC et l'activité sur son sol. Est-ce que cette start-up, contre promesse de déménager au RC vaudois, pourrait passer par le processus vaudois? La question, je suis devant aussi la directive de la Confédération qui dit dans le point 4.1d, siège conformément au registre du commerce dans un canton participant. Et c'est vrai que ça pose la question de dire, nous, théoriquement, le canton ne pourrions intervenir que sur des sociétés qui ont leur siège inscrit au registre du commerce dans le canton de Vaud. C'est ça qui est prévu. La question, c'est qu'on pourrait aussi avoir une société qui a son siège dans le canton de Vaud, mais qui a des activités réelles, celles qui qualifient aussi pour l'innovation, ailleurs. Auquel cas, nous, le canton de Vaud, si c'est juste la société domicile qui vient au registre du commerce pour obtenir nos aides, il faut quand même aussi qu'on puisse vérifier dans la dimension potentielle économique si l'activité elle est bien aussi dans le canton. Donc là, il faudra aussi qu'on voit, j'ai envie de dire, la société qui a son siège dans le canton de Vaud, mais qui n'a pas les activités qui qualifient au niveau de l'innovation, c'est-à-dire elle a juste la finance, une domiciliation dans le canton de Vaud, je ne suis pas sûr que le canton de Vaud la rende éligible s'il n'y a vraiment pas les activités qui sont démontrées ici dans le canton. Maintenant, une société qui, à l'inverse, serait inscrite au registre du commerce d'un autre canton et qui démontrerait qu'elle a toutes les activités R&D qui qualifient pour l'innovation dans le canton de Vaud, là, peut-être qu'il faudrait qu'on voie avec le SECO si on peut faire une dérogation aussi à leur directive. On serait évidemment ouvert à voir si le canton lui-même, je ne sais pas si c'est Genève, si c'est Fribourg, peu importe, mais si le canton lui-même a aussi accordé, c'est aussi accordé avec la Confédération pour rentrer dans la mesure, ça, c'est des cas particuliers qu'on devrait aussi prendre et voir. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'il est dit dans la directive, il faut avoir son siège dans le canton de Vaud.
Mais je rappelle, il y a deux cas de figure. Il y a les sociétés qui n'ont pas leur siège dans le canton, donc qui ont bien l'activité qui qualifie. Et ça, il faudra qu'on voie avec le SECO. Et puis, il y a celles qui ont un siège dans le canton de Vaud, mais l'activité vraiment cœur innovation, elle n'est pas du tout dans le canton. Puis à ce moment-là, le canton serait peut-être enclin à refuser aussi d'octroyer, nous, le canton de Vaud, pour une société qui n'a pas l'activité, j'ai envie de dire R&D ou qui qualifie pour l'innovation. Ça, une fois de plus, c'est à vérifier aussi avec le SECO, la souplesse qu'on peut avoir par rapport à la notion de entre ce qui est formel par rapport à l'inscription au RC. Mais je rappelle, on est dans une mesure ordinaire. En Suisse, il y a le système des cautionnements, il est ouvert dans tous les cantons, le système ordinaire. Si vous prenez pour la région de la Suisse romande, c'est cautionnement romand qui couvre 5 cantons. Donc, dans le régime ordinaire, que la société ait son siège dans un canton ou un autre, c'est quelle antenne cantonale gère le dossier. Mais le dispositif, il est ouvert à tout le monde. Là, on est dans un dispositif où les cantons ont le choix ou pas d'être partie prenante. Alors, ça pose la question déjà de savoir si le canton où la société aurait son siège est ou pas partie prenante. Puis après, il faut qu'on s'arrange avec la Confédération et l'autre canton éventuellement. Mais j'ai envie de dire qu'elles nous écrivent et puis qu'on regarde sur des cas individuels et spéciaux comme ceux-là. Très bien, merci. Il y a la question des emplois qui impactent, donc les coûts qui vont être pris en compte. Ces emplois ne doivent pas être forcément tous dans le canton, c'est juste. Alors, nous, on demande dans le formulaire cantonal les emplois dans le canton de Vaud, enfin les emplois totaux et les emplois dans le canton de Vaud, et y compris aussi les emplois dans la R&D, mais enfin, dans ce qui qualifie aussi pour l'innovation. Mais après, pour l'OPEX, ça j'ai demandé hier encore à M. Godel, pour la partie du calcul des frais courants, ça peut être tous les frais, c'est-à-dire ce qui est, on va dire, dans les comptes de la SA ou de la SARL qui fait la demande. Donc voilà, mais oui, j'entends, on peut tout compter. Il n'y a pas un critère minimum d'emploi qui est fixé comme une condition d'entrée en matière. Après, c'est plus pour le calcul du montant déterminant dans l'OPEX, puis ce qui fait foi, c'est les comptes. Si dans les comptes, il y a aussi les emplois qui seraient dans le cadre d'une succursale sur un autre canton, ça compte aussi. Et ça m'a été confirmé par M. Godel hier. Maintenant, une fois de plus, la question, elle est, si on a 2 emplois dans le canton de Vaud, puis on en a 40 en Roumanie pour tout ce qui qualifierait pour la partie développement IT et autres, ou dans d'autres cantons, ben, c'est clair qu'on devra aussi qualifier le potentiel économique dans l'octroi du soutien du canton dans cette mesure. Mais voilà, mais là, sans rentrer dans des extrêmes et puis dans des exemples qui ne font pas forcément de sens, oui, tous les emplois comptent dans le calcul déterminant à partir des frais courants qui sont dans les comptes soumis par la société. Bien, merci. Une question qui revient sur, alors un peu technique peut-être à Julien ou à M. Muller ou Raphaël, sur la notion de surendettement, et quelqu'un fait référence à l'article 725 alinéa 1. Est-ce que, Julien, tu veux faire un commentaire là-dessus? J'ai pas vu la question. Donc, comment on calcule l'endettement? La question, c'est si seulement l'article 725 alinéa 1 compte. Je peux vite le lire, je l'ai devant les yeux si jamais, mais rapidement. Donc, l'alinéa 1, il concerne la perte de capital. En fait, elle se présente, donc cette perte de capital, lorsqu'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital et des réserves obligatoires n'est plus couverte. Dans ce cas, le conseil d'administration doit immédiatement convoquer une assemblée générale et lui proposer des mesures d'assainissement. Donc ça, le calcul, c'est regardez la perte par rapport à la moitié du capital et des réserves obligatoires. Et puis l'alinéa 2, le surendettement, ça survient lorsque les dettes de la société sont supérieures aux actifs. En pareille circonstance, et dès que le conseil d'administration presse que cette situation de surendettement se présente, 2 bilans intermédiaires doivent être aussitôt dressés et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. Si à la lecture de ces 2 bilans, il apparaît que les dettes sont supérieures aux actifs, il y a lieu de notifier le juge qui prendra alors la décision de mettre la société en faillite. Bon, là, c'est en gros quand les dettes sont supérieures aux actifs au bilan,
raison pour laquelle, c'est vrai, quand on lit ça, ça fait tout de suite un peu peur, mais il faut quand même, les fiduciaires, elles ont, je pense que là, et je rejoins la recommandation de Didier Muller, c'est faites ce check avec votre fiduciaire, faites en sorte qu'elle vous facture rien, mais qu'elle vous fasse aussi quand même une attestation. Ça peut être un mail. On n'a pas besoin d'un document formel qui nécessite que la… Mais il faut au moins qu'il y ait un document dans lequel vous attestez que vous avez checké ça avec votre fiduciaire. Et puis, si possible, mettez-le en annexe que votre fiduciaire a répondu dans un mail, dans un courrier ou que sais-je. Voilà, mais c'est important de faire attention parce que c'est vrai que l'alinéa 2, ben, il est très contraignant. Une question, puisqu'il y a un cadre qui est mis par la Confédération sur l'âge de la start-up, donc c'est un maximum de 10 ans, pas incorporé avant le 1er janvier 2010. Et ici, j'ai une question d'une société qui était sous forme d'une SARL fondée en 2009, mais qui s'est transformée en SA en 2012. Est-ce qu'elle va être éligible ou c'est purement la date qui figure au RC qui fait foi? Ouais, une société qui était une SARL qui est devenue une SA, c'est ça? C'est ça, mais elle est devenue en 2012, mais sa création originale était en 2009. Ah non, alors si la création originale, ce qui fait foi, c'est la date d'inscription au RC. Alors, j'imagine, elle était déjà inscrite au RC. Si cette société était déjà inscrite au RC, le changement de forme juridique… Elle ne sera pas éligible dans ce cas. À moins qu'elle soit dans le secteur des sciences de la vie où on est prêt à étudier, c'est pas possible. Malheureusement, là-dessus, le SECO est très clair. Ça, c'est aussi une considération qui est impérative parce que c'est fixé dans le régime ordinaire, c'est dans la loi et c'est dans l'ordonnance qui en application de cette loi. Et ça, il n'y avait pas possibilité d'aller au-delà. Une question intéressante sur une start-up qui a déjà le soutien du SPEI, et on peut extrapoler à une start-up qui aurait déjà le soutien de l'AFIT, par exemple. Est-ce qu'elle doit remplir tous les documents ou est-ce que le processus est simplifié? Alors, je pense que le processus, non, elle doit remplir tous les documents parce que la situation peut vite changer. Une fois de plus, on est sur des questionnaires avec beaucoup d'autodéclaration, hein, mais non, elle doit bien nous fournir tous ces documents parce que ce qu'on demande au SPEI, suivant le type d'aide pour le dépôt d'un brevet, le développement d'un prototype, foire et salon, ce n'est pas forcément les mêmes formulaires, évidemment. On a beaucoup d'informations. Je pense juste que pour les personnes de la task force, puis c'est toutes forcément des personnes avec lesquelles ces sociétés sont en contact, celles qui nous connaissent déjà, ce n'est pas des gens qui vous sont inconnus hein, dans la task force, c'est ceux avec qui vous êtes déjà en contact au niveau des entreprises. Mais ça sera plus facile et ça prendra moins de temps si c'est une société qu'on connaît. Enfin, c'est déjà un gage de sécurité dans l'analyse et dans l'éligibilité pour nous par rapport à des dossiers qu'on ne connaîtrait pas. Mais non, il faudra s'astreindre. Enfin, oui, il faudra s'astreindre à la même procédure et il n'y a pas de procédure allégée. Mais par contre, ça sera plus facile pour les représentants de la task force d'analyser un dossier déjà connu. Est-ce qu'il sera possible de partager le questionnaire de manière à ce que les gens se préparent avant même de se connecter à EasyGov? Le questionnaire, comme on fait tout en ligne, il est dans un format qui n'est pas spécial, on ne va pas le diffuser, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment, ce qu'une entreprise pourra faire, en principe à partir de vendredi pour le formulaire cantonal, le formulaire fédéral, il sera en ligne dès demain. Ça, on peut l'envoyer parce un exemple nous a été demandé. Donc, je pense que si on a moyen d'envoyer à tous les participants, on peut envoyer non seulement la directive fédérale, on peut envoyer l'exemple de cautionnement et puis ça, on pourrait faire un mailing via Innovo, via le SPEI, je pense que ce serait bien. Après, notre formulaire cantonal, ce qui serait important, c'est une fois que vous rentrez dedans, vous devez le remplir jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas stopper au milieu, mais vous pouvez très bien le parcourir au début sans rien remplir, puis regarder. Il sera disponible à partir de vendredi, mais on n'a pas fait quelque chose qu'on peut envoyer comme ça. C'est vraiment tout digitalisé. Et moi, la recommandation que j'ai, c'est avant de le remplir, aller regarder, poser, puis si vous avez des questions, mais le but, ce n'est pas de revenir avec toutes les demandes de questions. Si on a fait un processus digitalisé, c'est précisément pour que ça facilite le travail pour vous et pour nous.
une question sur les critères de sélection. Donc, on parle de start-up innovantes ou à modèle d'affaires innovant. Est-ce qu'on va se focaliser particulièrement sur des domaines fintech, medtech? Donc, c'est pas le cas, mais je te laisse compléter la réponse, Raphaël. Non, nous, une des questions qu'on pose, parce que ça renforce le dossier pour nous, mais ce n'est pas un critère un killing criteria, c'est la question est-ce qu'on est dans un des secteurs qui est stratégique pour la politique de développement économique. Pour rappel, il y en a 6. Tout ce qui est sciences de la vie, pharma, biotech, medtech, il y a les industries de précision, enfin tout ce qui est aérospatial, instrumentation de mesure, horlogerie, etc. Donc il y a aussi tout ce qui est évidemment R&D, mais aussi lié à la production, hein, une société horlogère qui se serait créée. Avoir aussi là le caractère innovant. On demande on va dire, on demande aux sociétés de nous dire si elles sont dans un des secteurs, des 6 secteurs prioritaires de notre politique de développement économique. Après, une fois de plus, on est ouvert aussi sur des innovations basées sur des modèles d'affaires. Après, la question du secteur, à mon avis, elle n'est pas primordiale. Ce qui est primordial, c'est la nature des activités et des emplois qui qualifient sur l'innovation. Il faut qu'il y ait une innovation clairement démontrée, qu'elle soit basée sur du modèle d'affaires ou de la technologie. Mais je dis bien, on a une certaine marge de manœuvre dans l'interprétation, mais la directive de la Confédération, elle est claire, elle parle de modèles d'affaires basés sur la science et ou la technologie. Donc, on peut avoir de la technologie embarquée, société qui a un modèle d'affaires innovant avec de l'intelligence artificielle, sans que la technologie en intelligence artificielle ait été développée par la société elle-même, mais on ne peut pas juste nous déposer, je pense, un projet d'une plateforme de e-commerce en disant que c'est une innovation majeure parce qu'on utilise juste une plateforme d'e-commerce standard sur le marché, quoi. C'est juste aussi pour préciser que c'est difficile comme ça sans un exemple, sans des exemples concrets, mais en gros, non, ce n'est pas par secteur, c'est plutôt la qualité, la qualification de ce qui justifie l'innovation, la technologie ou le modèle d'affaires en termes d'activité, d'emploi et ce qui rend aussi cette innovation différenciatrice par rapport à la concurrence avec des chances aussi d'être scalable sur les marchés internationaux. Oui, merci beaucoup. Il y a une question qui revient, il n'y a peut-être pas encore la totale compréhension, mais dans le cas où on active les charges salariales dans le cadre de R&D, donc c'est bien juste qu'on va soumettre cette question au SECO et puis on rediffusera la position. J'ai pas compris. Dans les cadres des frais de R&D, tu disais Oui, sous forme de salaire qui sont activés et donc qui n'impactent pas l'OPEX l'année dernière. Il faudrait que la personne qui nous a posé cette question nous l'envoie d'une façon où on ait un exemple concret pour dire voilà, quel a été le montant activé, en quelle année, sur quel type j'ai envie de dire, de frais R&D. On en aura. C'est une pratique très courante que les startups activent des frais de R&D au bilan. Mais il faut qu'on ait un exemple assez concret pour pouvoir donner un premier cas au SECO qui ferait office de cas test pour aussi voir comment nous répondre. Ok, dans un cas comme ça, c'est très bien, Nicolas, que vous envoyiez l'exemple, vous preniez contact avec la personne de contact que vous avez au sein du SPEI ou d'Innovo, et puis on regardera plus précisément. Il y a une question aussi intéressante. Est-ce qu'ils doivent se dépêcher puisque les fonds fédéraux et cantonaux sont limités, donc à un moment donné, théoriquement, il n'y a plus. Maintenant, c'est des fonds quand même assez importants. Quelle serait la recommandation par rapport à ça? Alors, la première chose, on doit être très, très transparent. C'est clair, c'est du first come, first serve. Jusqu'à 100 millions maximum, la Confédération, à partir du moment où il y a 100 millions de garantie, c'est-à-dire leurs 65%, ils stoppent et puis nous, une fois qu'on est au maximum de nos 20 millions sur notre tiers, à nous, nos 35%, on doit aussi stopper. Maintenant, j'ai répondu à une question. J'ai envie de dire, faut pas venir. Je pense que jusqu'à fin juin, il n'y aura pas trop de problèmes. Vous l'avez vu, Vaud avec Neuchâtel sont les 2 cantons qui ont été les premiers à être annoncés. On n'a encore pas Zurich.
c'est clair que le jour où Zurich ouvre, ben, il y aura une flopée. La question de Zurich, c'est de savoir s'ils vont ou pas entrer dans la mesure. Ils ont déjà une mesure cantonale où ils ont prévu aussi un bon paquet de montants pour pouvoir faire des garanties, pas que pour des startups, mais bref, pour tout ce qui ne rentre pas dans le dispositif fédéral actuellement. Donc, j'ai envie de dire, le but pour nous, ce n'est pas de vous dire… moi, la crainte qu'on a, c'est quand même le goulet d'étranglement dans les… Si tout le monde nous dépose semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Hein, vous avez déposé dans EasyGo, il faudra juste être patient. On va dire ça comme ça. Maintenant, jusqu'à fin juin, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Cette enveloppe, elle ne va pas être… mais par mesure de sécurité, si tout le monde devait être dans la même réaction, puis tous les cantons devaient signer cet accord, à ce moment-là, oui, j'encouragerais à ne pas trop tarder, quoi. Mais voilà, il y a une différence entre tout faire en une semaine ou bien attendre encore 2 mois. Et je n'attendrai pas 2 mois et je ne ferai pas forcément tout la semaine prochaine. Veillez surtout à ce que vous ayez tous vos documents. Quand on parlait du surendettement, regardez avec votre fiduciaire. Ne vous précipitez pas dans le dossier EasyGov et ne faites pas un remplissage à moitié parce que les enjeux de l'autodéclaration sont trop importants et trop engageants. Faites vraiment, prenez le temps quand même d'avoir réuni tous vos documents, d'avoir bien tout en place par rapport à ce qui est demandé. Même nous, notre questionnaire, une fois qu'il sera, vous avez les pièces justificatives, c'est celle que j'ai mentionnée dans ma présentation. Réunissez ces documents, puis ensuite rentrez bien dans le système et allez jusqu'au bout. Mais il n'y a pas une urgence, en tout cas pas dans les 10 jours qui viennent, parce que je rappelle qu'il n'y a que 2 cantons. Puis nous, on a fait en sorte d'être aussi les premiers par rapport aux besoins de liquidité que vous auriez, puis pas encore traîner plus, parce qu'on a vraiment mis toutes nos forces pour être prêt début mai, comme on l'avait promis. Une question de Esmeralda. Hello Esmeralda. Comme souvent, des startups contractent des prêts convertibles en vue d'une conversion lors du prochain tour de financement. Est-ce que ces prêts convertibles vont être pénalisants dans l'évaluation? Peut-être Julien ou… Alors, moi, je peux comprendre ma compréhension. Souvent, ce type de prêts convertibles sont, eux, subordonnés et posposés directement dans le prêt. Donc, du coup, ils n'entrent normalement pas dans les calculs de 725. Par contre, si c'est des prêts convertibles non subordonnés, là, il y aura le problème de 725 qu'on a déjà largement évoqué. Par contre, sur les autres éléments, ça ne devrait pas être un frein à un soutien. Merci. Une question a question from Rajiv. Hi, Rajiv. Is this the right financing instrument for hyper-growth scale-up companies? Well, the answer is no. This is the instrument that was set up and that we are participating in. It's quite good, I think, but really for a hyper-growth company that has, in principle, in 2020, a very, very high activity, it will not be able to obtain much financing via this loan. It has to go through the usual channels and support. Raphael, I don't know if you want to add something. No, yeah, I think what is important at the end of the day is to remind what we call in French, and thank you, Joao, because you wrote to us something important to mention, la clause du besoin. So it means you have to prove your needs of financing of funds during this crisis. It's not something just to finance the next steps of the development of the growth. So, of course, as I mentioned, the border in between, I would say, problem of liquidity, of cash for the next 3 to 12 months is one issue. That's the one we want to focus in this special incentive from the Confederation and the canton, but you need to justify your needs accordingly to this, I would say, perspective. It's not yet another funding tool for startup growth and scale up. It's really your current need, and the only thing we have been facing already through questions that have raised before today, and I asked the SECO is if you have problems the question is more if you were about to raise fund, I don't know, in July, in August, in September, and there is no visibility. This is something you have to justify in a way that
currently you have all the liquidity, perhaps, to go up to, I don't know, September, October, but you have no visibility on the next steps in terms of fundraising. And the question is more till now, from now till the end of the year, what are the main, I would say, risk? What are the main issues for your financing? But it's not, the measure is not done just how to finance the next steps and the next development. If everything is going well, if you have the funding, if you just raise there are some startups who just raised the money recently. I mean, we have been communicating on that. So if the clause du besoin is not demonstrated, there is no way for us to deliver this incentive. Thank you, Raphaël. Est-ce que c'est juste qu'on va retrouver les critères pour définir ce que c'est qu'une startup technologique? Ben, on va les retrouver dans le formulaire, hein, dans les lignes de ce que tu as expliqué précédemment. Yes. Oui, excuse-moi, je lisais une question. Désolé. Est-ce que tu oui, sur la question des critères pour définir ce que c'est qu'une startup technologique, oui, on est passé sur cette question déjà deux fois, mais on a eu discuté. Si la Confédération a donné la possibilité de recourir à un comité d'InnoSuisse. On n'a pas voulu faire cette solution-là parce qu'on pense qu'on connaît aussi la plupart de nos startups avec la task force qu'on a montée. Mais la question de la définition de la startup, elle est toujours… c'est délicat. Là, on dit simplement que c'est une société qui n'a pas plus que 10 ans d'âge, si on fait simple, dont le modèle d'affaires est basé sur la science et la technologie, innovant et scalable. On doit démontrer cette scalabilité qui en fait qu'elle a un potentiel de croissance aussi important. Voilà, on n'a pas une définition dans le formulaire toute faite où on dit si ça rentre dans cette définition, c'est bon, si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Maintenant, il ne faut pas confondre start-up avec créateur d'entreprise non plus, quoi. En gros, toute société qui crée sa société, qui est par définition aussi une start-up, n'entrera pas dans le cadre si elle n'a pas un modèle d'affaires basé sur la science ou la technologie. C'est quand même, en disant ça, on a un peu posé aussi le cadre de dire c'est quand même des start-up qui développent des technologies, des innovations, mais on ne veut pas exclure des innovations qui sont plutôt basées sur des modèles d'affaires. Et on ne veut pas non plus exclure certaines sociétés qu'on a aussi soutenues au titre du FIT Digital, où précisément, dans notre dispositif ordinaire du canton, on avait déjà vu qu'il y avait aussi des besoins de financement pour des sociétés qui ne reposent pas nécessairement sur des technologies brevetées ou des technologies disruptives. Il n'y a pas de définition qu'on a retenue par rapport à cette disposition. Merci beaucoup. On a presque terminé ce webinaire. On a deux questions encore. Une sur le fait que le besoin qu'on doit démontrer sur 2020, est-ce qu'on peut l'étendre à un besoin qu'on prévoit en 2021? A priori, la réponse est non, parce que la mesure, elle couvre les mois qui viennent jusqu'à l'automne. Mais je ne sais pas si tu veux complémenter là-dessus. Non, effectivement, je pense que il ne faut pas être dans la logique de dire les besoins 2021. Il faut partir de l'idée que c'est une mesure qui doit couvrir quand même l'année 2020, si on veut être large déjà. Alors, c'est clair que les crédits transitoires Covid, ils étaient basés sur une problématique de liquidité pour les sociétés qui sont sanctionnées par le chiffre d'affaires. Maintenant, les startups, elles sont sanctionnées par les investisseurs s'ils n'ont pas la capacité de réinvestir ou si l'accès au financement est rendu difficile par ce contexte. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de savoir si les levées de fonds, en ce qui concerne les levées de fonds, il n'y a pas que ce seul moyen de financement, vont pouvoir être garantis au-delà de 2020. Et puis, si on ne sera pas aussi dans une situation en 2021 où le marché des financiers, des levées de fonds va être aussi compliqué. Mais clairement, il faut être prudent. Je rappelle, on a aussi d'autres outils si on est sur du développement. Je pense au Fit Tech Growth, Fit Digital Growth, qui se fait aussi en matching avec des investisseurs. Ces outils-là existent et ils sont aussi dans des montants qui sont assez similaires à ceux dont on parle. Donc, je pense que, moi, j'ai envie de dire, on ne peut pas empêcher une société quand même de déposer sa demande. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous êtes déjà sur 2021 et suivant, avant de déposer, d'entrer dans tout le système, ça nous épargnerait. Prenez contact avec la FIT, avec le SPI pour déjà voir, parce que une fois de plus, on va quand même devoir être assez clair. C'est pas
toute situation et tout ce qui est anticipé sur 2021, 2022 ou plus, ça va être difficile parce qu'on n'aura pas une réponse claire, parce qu'on ne veut pas non plus que les sociétés, vis-à-vis de la Confédération, prennent un risque de justifier sur des éléments hypothétiques qu'on arrive difficilement encore à justifier. Qui peut dire en 2021 qu'il n'arrivera pas à lever des fonds ou pas? S'il y a des démonstrations claires, s'il y a déjà des décisions qui ont été prises, on peut étudier tout, mais moi, j'appellerais une certaine prudence. On est vraiment sur l'année 2020 et les problématiques qui sont connues aujourd'hui. Quand vous déposez le dossier, vous savez que vous avez un problème de liquidité, vous savez que vous aviez, je ne sais pas, une term sheet qui est en négociation, ou bien vous avez déjà des investisseurs avec lesquels vous discutez depuis 3 mois qui vous ont dit « Nous, cette année, on ne fera rien parce que cette année, on veut maintenir notre portefeuille tel qu'il est, on ne va pas faire plus d'investissements, j'en sais rien. » Merci Raphaël. Une toute dernière question, alors assez précise, là je n'ai pas le chiffre, ce fameux business plan, il doit couvrir combien d'années? Je ne sais pas si vous avez la réponse, les gens le verront dans le site d'inscription. Mais... Ouais. Moi je dirais qu'un business plan, nous ce qu'on demanderait idéalement, le business plan il renseigne sur les informations standards qu'on a besoin, sur produits, marché, technologie, etc., les risques et tout ça. Pour l'aspect financier, je dirais que si on a 2020 jusqu'à 2022, 3 ans, c'est déjà bien dans la situation dans laquelle on est. Avoir des prévisibilités sur 5 ans, je ne suis pas sûr que ça nous amène beaucoup, quoi. Mais le plus simple, c'est que si vous avez un business plan updaté et qu'il est sur 5 ans, vous envoyez celui que vous avez. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins des projections sur 3 ans. Sur les années, y compris 2020 et encore 2021. Mais peut-être, je ne sais pas, Monsieur Muller, vous avez, vous, en tant que banque, une recommandation en la matière? Je pense qu'indépendamment de la durée des années, ce qui serait intéressant d'avoir dans le business plan, c'est un petit peu la vision de la start-up sur le remboursement du prêt finalement. Puis, est-ce qu'elle pense qu'elle va arriver à un stade où elle va pouvoir développer un chiffre d'affaires, vendre un produit, vendre un service, et dans combien de temps, ou comment elle voit les prochaines étapes de sa croissance avec peut-être des levées de fonds, des tours de table avec des investisseurs. Puis je pense que c'est un petit peu ces milestones qui devraient figurer un tout petit peu dans le business plan pour donner une certaine perspective sur les prochaines années. Et puis finalement, le remboursement du prêt qui est sollicité par la Confédération. Je crois que le business plan, il est demandé en relation avec le montant du prêt pour pouvoir se faire une idée aussi de où va se diriger la start-up puis comment finalement elle va pouvoir le rembourser sur le plan financier. Très bien. Oui, et encore une précision par rapport à ça. C'est vrai que dans la manière dont nous avons conçu le formulaire cantonal, on pose des questions sur des choses qui ont trait à votre business plan. Ce qui peut être utile, c'est vous n'avez pas besoin de faire un business plan spécialement pour cette aide-là, mais c'est de nous dire dans les réponses que vous nous donnerez, vous aurez des champs libres. Si jamais, dites-nous à quelle partie de votre business plan ça se réfère. Si vous voulez être un peu minimaliste dans les textes, mais dites-nous au moins où facilement on peut trouver l'information. Et ce que je veux dire par là, c'est que le formulaire, il est fait pour quelque part nous donner des informations, comme l'a dit aussi M. Muller, sur des perspectives, parce qu'on ne va pas faire une analyse de business plan avec des ratios puis des choses comme ça. C'est plutôt, une fois de plus, on est là pour aussi soutenir, pour aider, mais on doit quand même vérifier certaines choses. Ça nous est demandé par la Confédération, puis vous verrez, le formulaire cantonal, il est là aussi pour ça, pour vous et nous aider à mieux, d'une façon rapide et d'une façon efficace, identifier les enjeux, les avantages, les risques liés à votre projet et votre entreprise. Merci, on arrive quasiment au terme de ce webinaire. Il y a peut-être un dernier point que je vais vous soumettre, M. Muller. C'est probablement un peu tôt pour le dire, mais évidemment, c'est un outil de financement qui est un peu inhabituel pour une start-up. Est-ce qu'on peut compter sur une certaine bienveillance de la banque au travers des années, vu que la start-up va peut-être devoir discuter avec vous des échéances de remboursement plus tôt, plus tard que prévu? Est-ce que ce prêt va être traité d'une manière spéciale à l'avenir? Alors, comme c'est un prêt, on l'a dit tout à l'heure, qui est ordinaire, ben finalement, on aura aussi un contact régulier avec la start-up. Si vous avez raison de le souligner, les start-up, elles n'ont pas dans leur source de financement forcément l'habitude d'avoir un prêt, un financement bancaire traditionnel, puisque le modèle d'affaires ne le permet pas. Ça veut dire qu'en tout cas, de façon régulière, je pense les
premières années, les premiers mois après l'octroi du prêt, les banques vont être assez proches de la start-up. On va partir vraiment aussi de l'élément d'un point de vue positif, et puis que le fait que les affaires de la start-up, peut-être à un moment donné, lui permettent même pendant les 10 ans d'échéance prévue par le dispositif de la Confédération, de sortir de son statut de start-up, peut-être devenir une entreprise, on va dire, normale, et puis à ce moment-là, on peut envisager alors d'autres sources de financement, bien sûr. Et puis dans le cas contraire, si à un moment donné, ça devait présenter des difficultés, par exemple de remboursement de paiement, je pense que la banque fera aussi preuve d'une certaine bienveillance, mais toujours en accord avec la caution. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand on est dans un prêt cautionné, si tout à coup on a des difficultés à le rembourser ou il faut reporter des amortissements, par exemple, pour avoir plus de temps pour le faire, ça va devoir se faire avec l'accord de la caution, donc du cautionnement roman, et puis du canton et de la confédération qui sont derrière. On a une petite piste d'explication dans le dispositif, puisque c'est prévu 10 ans, et puis on dit que s'il y a des difficultés de remboursement, ça peut éventuellement, il y a une petite clause qui dit que ça peut éventuellement se reporter encore de 5 ans supplémentaires. Donc de 15 ans maximum en cas de difficulté à rembourser sur la période de 10 ans. Très bien, merci beaucoup. Un dernier point assez spéculatif, enfin sur les mesures qu'on pourrait prévoir plus tard si la situation ne s'arrangeait pas cet automne. Je crois que là, on est vraiment beaucoup trop tôt pour répondre à cela. Là, on traite la crise actuelle. C'est sûr que la Confédération, le canton examinera la situation cet été et puis cet automne. Moi, j'aimerais remercier tous les orateurs et puis les participants. Vous avez été très nombreux ce matin et très patients. C'est que le début de ce processus. Donc, on vous remercie de bien préparer les dossiers avant de le soumettre d'abord à la Confédération et puis ensuite au canton. Et puis, on fera vraiment de notre mieux. On a toute une équipe qui est prête à analyser les dossiers et puis à faire preuve de toute la souplesse qui correspond à la situation actuelle. Je ne sais pas si Raphaël, tu veux dire un mot de conclusion. Et sinon… Non, également vous remercier peut-être tout petit peu quand même de l'indulgence. Une fois de plus, on sera dans des process relativement rapides, mais nous n'avons pas la visibilité encore du nombre de dossiers qui va nous tomber dessus dès la semaine prochaine. Donc, sachez qu'on fera toujours au mieux. Les personnes de contact avec qui vous avez l'habitude de travailler sont aussi des personnes qui sont évidemment à votre disposition, mais privilégier, une fois que vous avez déposé, le côté digital qu'on a prévu, et puis c'est plutôt nous qui allons revenir avec d'éventuelles questions. Et voilà. Et puis on reste évidemment à disposition pour tous les aides ordinaires comme on le fait toujours. Excellent. Merci à tous. En vous souhaitant une bonne suite de journée. Et puis, à bientôt. Stay safe. Merci, bonne journée. Merci. On est encore en diffusion, je crois.